Le principe de ces rencontres, il y a un invité autour d'un livre récemment publié. Alors là, c'est l'été 2025, me semble-t-il. Fin août. Donc c'est formidable. Et il y a une médiatrice, animatrice qui a lu le livre et qui va interagir, dialoguer avec notre invité, et c'est Véronique Ezrati. Donc Stéphane Bonnery, notre invité, Véronique Ezrati, qui est membre de l'Union rationaliste et très intéressée par les questions d'éducation. Et donc, quand Nelly m'a proposé d'animer cette réunion, j'ai évidemment accepté. Donc, nous remercions Stéphane Bonnery, notre invité, d'avoir accepté de parler de son dernier livre, Les temps de l'enfant et rythme scolaire. Stéphane est professeur en sciences de l'éducation à l'Université Paris 8 au sein du laboratoire CIRCEFT, mais c'est l'exercice d'orthophonie. CIRCEFT école, donc j'ai besoin de faire école, excusez-moi, j'ai besoin de faire des exercices d'orthophonie, en effet. Il est directeur de la revue La Pensée depuis 2023 et même en co-direction avec Georges Gindin à partir de 2020. Et donc, il est spécialiste des questions sur les inégalités scolaires, de politique éducative, ainsi que des contenus et des méthodes d'enseignement. Il étudie aussi les socialisations familiales, de même que la socialisation culturelle, dans les institutions d'éducation artistique et de loisirs, comme au travers des livres et produits culturels pour l'enfance. Et il a publié de nombreux articles, écrit plusieurs ouvrages, participé à des ouvrages collectifs. Il a notamment publié en 2007 un livre intitulé « Comprendre l'échec scolaire », qui est tiré de sa thèse de doctorat, je viens de l'apprendre, et qui a été plusieurs fois réédité jusque très récemment, jusqu'en 2021. En tant que directeur de la pensée, il développe des approches rationalistes et matérialistes à l'intersection de plusieurs disciplines. La Pensée est une revue fondée en 1939. J'étais pas là. Donc sous la direction d'intellectuels particommunistes, comme Paul Langevin, qu'on connaît chez nous, je crois qu'il a participé à la fondation de l'Union rationaliste. Voilà, à la création. Tout à fait, et Georges Cogniot. Et j'ai vu dans les conseillers et conseillères de rédaction de la revue une personne que nous connaissons très bien à l'Union rationaliste, qui est Hélène Jolieu-Langevin, qui, je crois qu'elle n'a pas été présidente, voilà, de l'Union rationaliste. Donc nous l'avons invitée pour présenter son dernier ouvrage, Temps de l'enfant et rythme scolaire, 20 questions et faux débats, dont la rédaction a été entreprise au moment de l'annonce de la Convention des citoyennes des temps de l'enfant, qui a été lue par Emmanuel Macron. C'est un ouvrage qui comporte des textes de synthèse sur la problématique et la reproduction d'articles, dont certains datent des années 60-70 et d'autres qui sont beaucoup plus récents. Je vais faire assez rapidement un résumé de cette convention. Donc, au niveau du contexte... Je t'interromps juste pour dire une chose. C'est la première fois qu'on invite un professeur en sciences de l'éducation, sciences de l'étude, comme on dit. Et en tant qu'ancienne de Paris 8, j'en ai fait un passage un peu long. Les sciences de l'éduc à Paris 8, c'est quand même un gros laboratoire. C'est ça, c'est environ combien de... On est 35 enseignants-chercheurs titulaires. Ah oui, donc c'est gros. Voilà, parce qu'il faut multiplier par 2 avec les postdoctorants, doctorants. Voilà, c'est vraiment, c'est un bastion. C'est une institution. Une institution. Voilà, je vous rends la parole, Madame Ezrati. D'abord, donc très rapidement, je vais essayer le plus rapidement possible parce que là,
vous êtes l'activité sur la Convention citoyenne du temps de l'enfant, sur les temps de l'enfant, pardon. Donc le 2 mai, Emmanuel Macron a demandé au Conseil économique, social et environnemental d'organiser une convention citoyenne sur les temps de l'enfant. La lettre de mission indique que la finalité est comment mieux structurer les différents temps de la vie quotidienne des enfants afin que ces temps soient plus favorables à leur apprentissage, à leur développement et leur santé. L'intérêt de ces conventions est justifié par 2 affirmations: que les temps ne sont pas toujours pensés de façon articulée et globale en fonction d'abord de l'intérêt de l'enfant, de leur famille, mais aussi des professionnels concernés. Donc c'est la première motivation. La deuxième motivation, c'est une inéquation présentée, une inéquation entre les rites biologiques des enfants et l'organisation actuelle du système éducatif. Et cette inéquation aurait été révélée par les avancées scientifiques en neurosciences, vous savez, la science qu'attend Jean-Michel Blanquer, et en pédiatrie. Je pense que notre invité nous dira des choses là-dessus. L'organisation semble sérieuse. Il y a eu 130 citoyens illustrant la diversité de la société française, 7 sessions de travail, 80 experts ou acteurs de terrain sélectionnés, des ateliers, un panel de 20 enfants qui a été soumis dans une enquête. Parle plus clairement et plus lentement, et Pardon. plus fort. Donc l'organisation semble sérieuse puisqu'il y a eu 130 citoyens et citoyennes illustrant la diversité de la société française, des sessions de travail entre juin et novembre 2025, 80 experts ou acteurs de terrain ont été auditionnés et ça a été complété par une trentaine d'ateliers dans les régions d'Île-de-France et une enquête sur un panel de 20 enfants. Le rapport a été rendu public en novembre 2025 et dès janvier 2026, le ministre de l'Éducation nationale actuel, on ne sait pas encore combien de temps, Édouard Geffray, a indiqué que les propositions ne seraient pas appliquées à la rentrée 2026 et que le rapport de la Convention alimenterait le débat pour les présidentielles de 2027. En rugby, on appelle ça taper un touche. Voilà. Tout à fait. Donc, ce rapport a 20 propositions, 4 thèmes. Restructurer les rythmes scolaires et repenser l'organisation de l'école, les thèmes. Coordonner les acteurs. Réduire les temps de transport. Appliquer et renforcer la législation sur les écrans et le numérique. En vérité, ils disent juste d'appliquer les législations, ça ne va pas très loin, et impulser un véritable soutien à la parentalité. Les propositions les plus marquantes seraient de repasser la semaine d'enseignement à 5 jours, du lundi au vendredi. Je rappelle que c'est Blanquer qui est repassé de 5 jours à 4 jours. C'était Darcos. Ah oui, sur les jours. Oui, la dernière. La dernière, je ne vais pas faire toute l'historique parce alors, établir un socle d'apprentissage élargi qui articule le savoir théorique le matin et pratique l'après-midi, comme la pédagogie de projet, les ateliers portant sur la vie quotidienne, le bricolage, la cuisine, la couture, la gestion du budget, l'éducation de la citoyenneté et des activités culturelles et sportives. Il propose d'imposer une pause déjeuner de qualité d'au moins 1h30, ça, je suis plutôt d'accord sur ce point-là. Et aussi, un peu curieusement, débuter les cours dans les établissements secondaires à 9h. Bon, ce rapport a également le défaut de considérer les lycéens comme des enfants, alors qu'en réalité ils sont des préadultes, et les contraintes liées à la proximité des études supérieures et à leur maturité, qui sont pourtant essentielles pour penser correctement les lycées,
sont généralement invisibilisés par les officiels de l'éducation nationale et non par ce rapport. Leurs propositions posent deux questions. L'intérêt de ce qui est proposé, et la deuxième question, c'est la réelle volonté de l'application. Sur la volonté, il ne faut pas oublier que depuis les années 1990, la finalité réelle des décideurs de l'éducation nationale est d'obtenir des diplômés au moindre coût, peu importe si certains diplômes ne valident pas des savoirs utiles, et peu importe que les économies se fassent aux dépens de ceux qui ne savent pas protester, c'est-à-dire les familles des classes populaires. Et ça, on peut le démontrer très facilement, il suffit de prendre toutes les réformes et la manière dont est gouvernée l'éducation nationale. Et sur l'intérêt des réformes, je rappelle qu'à plusieurs reprises, les décideurs, certains syndicalistes, certaines personnes pouvant être présentées avec un qualificatif d'expert, se sont mis d'accord pour faire un marketing concerné autour d'une solution inefficace, mais qui permet de faire des économies. Je veux citer la réforme du budget général de Blanquer, par exemple. Donc j'avais expliqué pourquoi ça aurait été inefficace, et ça a été vraiment inefficace. Donc l'organisation du collège idéal proposé sera confrontée à des problèmes de locaux, d'équipements disponibles, de financement, et de mon point de vue, ce n'est pas une réponse aux causes essentielles des inégalités scolaires. Donc pour moi, c'est un écran de fumée destiné à entraver la réflexion sur la manière la plus utile d'utiliser les investissements indispensables pour notre système scolaire. Le choix de retarder les cours au collège à 9h, avec un accueil échelonné, n'aura aucun effet sur le sommeil de nos adolescents, qui se couchent de toute façon quand ils sont crevés, j'en ai connu, que le fait que ça commence à 9h n'aura aucune conséquence sur la quantité de sommeil des adolescents. Pourquoi? Parce qu'ils vont se coucher plus tard, c'est tout. Maintenant, on n'en débattra après. Non, c'est fini, j'ai fini, j'ai compté. Là, je résume le machin et je laisse la parole. Et donc, le grand intérêt de cette mesure est de permettre plusieurs rotations d'écart scolaire. On peut le lire en machin, ça t'est la volonté. Dans le rapport. Donc, cet accord est un écran fumé. Donc, et maintenant, je laisse la parole à notre invité. Votre livre montre que vous avez pressenti des travers probables en annonce de cette convention. Quelles étaient vos craintes et quelle est votre opinion aujourd'hui que le rapport est paru? Merci beaucoup, merci de l'invitation. Donc effectivement, en fait j'avais prévu de travailler sur un livre qui n'était pas tout à fait celui-ci, qui était sur idées fausses sur l'enseignement impossible. C'était le titre de départ du projet. Idées fausses sur l'enseignement impossible. Puisqu'il y a un ensemble de catégories idéologiques qui sont véhiculées pour laisser penser qu'il y a des élèves qui, dès la naissance, ne seraient pas voués à apprendre. Et quand le président de la République a annoncé une convention citoyenne, la 3e, sur la question des temps d'enfants et des rythmes scolaires, comme c'est une des questions que je travaille, je me suis dit, ça y est, c'est reparti. C'est reparti pour un tour de piste, je vais expliquer ce dont il s'agit. En fait, il avait donné un très long interview à l'hebdomadaire Le Point à la fin du mois d'août 2023, dans laquelle il annonçait déjà, en gros, qu'il a demandé d'examiner à la Convention citoyenne ce qu'elle a à peu près conclu. Voilà. J'y reviendrai parce que je crois que ça abîme l'idée de démocratie participative, parce que moi je vais être critique du principe des conventions citoyennes. Les deux premières, sur la fin de vie comme sur le climat, ont été conduites sérieusement. Il y a eu des controverses, des chercheurs de différentes disciplines qui ont pu amener du grain à moudre, qui était, à l'arrivée, c'était pas si évident.
Parce que une discipline, elle montre un truc, puis une autre discipline, elle prend les choses par un autre bout, et à l'arrivée, bon, ben, voilà, le débat scientifique et citoyen mérite nuance. Et là, ça n'a pas été le cas, je vais y revenir. Mais, grosso modo, dans cette interview au Point, Macron annonçait déjà, grosso modo, ce qu'ils veulent faire depuis des années, bien avant que Macron soit au pouvoir, c'est-à-dire qu'il faut encore diminuer le temps d'école. Et donc, moi qui étudie l'éducation depuis quelques années maintenant, j'ai connaissance d'un certain nombre de recherches, de travaux, de publications qui, depuis les années 60, disent voilà les faux arguments présentés pour obtenir une réduction du temps scolaire. Et avec une obstination têtue et inquiétante, de réforme en réforme, c'est toujours les mêmes fausses idées qui sont rebattues pour imposer une réduction du temps scolaire. Et c'est pour ça que le livre a pour sous-titre « Vraies questions et faux débats ». Parce que, je vais y revenir, il y a des vraies questions, des vrais symptômes qui ont été mobilisés dans la Convention citoyenne. Je vais en donner un rapidement. C'est l'idée selon laquelle les élèves d'aujourd'hui fatiguent en classe et fatigueraient même plus vite qu'autrefois. Ça, c'est un constat partagé entre les enseignants de toutes obédiences et les élèves s'en plaignent. Donc, je n'ai pas de moyens scientifiques de mesurer la fatigue, c'est pas du tout ma spécialité, mais on va dire que si ça fait consensus, on va peut-être se dire que c'est pas une mauvaise question. Sauf que, comme plusieurs autres constats, je vais essayer d'expliquer ce que je montre en détail dans le livre et que je vais résumer, c'est que plusieurs constats sont justes, sont ainsi mobilisés, mais pour amener une réponse complètement biaisée, en formulant mal le problème, pour imposer une fausse solution. Je vais donner un premier élément. On nous dit, oh là là, les enfants ont trop d'école. Et c'est ça qui les fatigue. Alors, la première des choses, c'est que les enfants dont on dit qu'ils ont trop d'école, ils ont déjà beaucoup moins d'école que nous, et que plus on est âgé, plus c'est vrai. Voilà. En 1969, à l'école primaire, il y avait 30 heures d'école par semaine. En 1989, puis on est passé à 27 heures un peu plus tard. 27 heures, c'était 4 journées pleines, lundi, mardi, jeudi, vendredi, plus le samedi matin. En gros, 8 et 9 demi-journées, x 3, ça faisait 27 heures. Je vais y arriver, une multiplication simple, c'est la fin de la journée. C'est le primaire. On parle du primaire. Là, je suis sur le primaire, que le primaire, pour l'instant. En 1989, il a été décidé qu'un samedi matin sur 3 serait consacré à donner ce temps-là aux équipes pédagogiques pour se concerter, pour des réunions, etc. Donc les élèves ont en moyenne perdu 1 heure par semaine. Et en 2008, avec le ministre Darcos, du gouvernement, ça devait être Sarkozy à l'époque, le président de la République, ont été définitivement supprimés les samedis matins. Déjà, avec l'argument, les élèves fatiguent, tatati tatata. L'ensemble des samedis matins, par rapport à l'époque où il y avait cours tous les samedis matins et pas un samedi matin sur 3 baquets. La suppression de tous les samedis matins sur l'ensemble de la scolarité maternelle et élémentaire, c'est 864 heures. 864 heures, c'est une année scolaire. Ça veut dire que nos enfants, avec les samedis matins, ont perdu une année scolaire de classe. D'accord ? Dans le primaire, parce qu'après, il y a le collège, j'y viendrai après. Mais restons sur le primaire 2 secondes. Dans le primaire, toujours, sur la même période, entre 1998 et aujourd'hui,
il y a eu une suppression massive des classes qui accueillaient les enfants de 2 ans, les toutes petites sections de maternelle. En 1998, le taux de scolarisation à 2 ans était de 35%. Alors, je n'ai pas trouvé des chiffres plus anciens, mais c'est déjà un bon repère. 35% des enfants de 2 ans, de l'âge de 2 ans, étaient scolarisés en toute petite section de maternelle à la rentrée 1998. Au dernier chiffre, puisqu'on attend les chiffres de 2005, 2004, on était à peine à 9%. D'accord ? Et ce qu'il est intéressant de noter, c'est que, donc 2004, 9%. 2004 ou 2024 24. Ah, voilà. Je me rajeunis de 20 ans. Voilà. 2024. Baissé. Ah, ça a baissé, oui, Bien sûr. de 35% à 9%. Malgré la réforme Blanquer. Alors, Non. du fait de la réforme Blanquer, enfin on va y revenir, mais la réforme Blanquer, je vais y revenir après, mais elle a rendu l'école obligatoire à partir de 3 ans, alors que tous les enfants étaient scolarisés. Oui. C'est l'instruction qui est obligatoire. Enfin, le fait de suivre une scolarité. Instruit, mais pas forcément d'être à l'école. Oui, d'être scolarisé, y compris à la maison, ça s'appelle une scolarité. Oui, voilà, c'était Voilà. pour ceux Oui. qui choisissaient de ne pas... Mais tout ça est un artifice, c'était un moyen de financer les écoles privées. Ben oui. Voilà. Bon, mais je vais y revenir. Si je suis le fil, c'est que les écoles qui bénéficiaient d'un accueil des classes de 2 ans, massivement, étaient en ZEP, en zone d'éducation prioritaire, pour des bonnes raisons. C'est là que les élèves en ont le plus besoin. D'apprendre une langue spéciale qui est la langue de l'école. Ce n'est pas qu'une question français ou langue d'une autre nationalité. C'est la langue de l'école, parce que le français populaire n'est pas le français des apprentissages. C'est très pratique le français populaire pour parler dans la vie, mais ce n'est pas ce qui permet d'étudier des savoirs savants, je vais y revenir. Et donc, les enfants des quartiers qui en avaient le plus besoin ont déjà perdu 2 ans de scolarité, en 20 ans. Mais pourquoi ? Quelles que soient les raisons affichées, ce que je montre, statistique à l'appui, c'est que ça s'est passé exactement quand est entrée à l'école la vague du baby-boom de l'an 2000. Donc, la suppression des classes pour les enfants de 2 ans a permis de rapatrier les enseignants sur les autres classes et donc de ne pas recruter alors même que les effectifs gonflaient. À ce moment-là, il y a eu une grosse vague de départ dans le secondaire et dans l'enseignement supérieur où on a fermé en masse des postes de façon drastique. Le nombre d'élèves par classe a augmenté dans le secondaire et le supérieur pour rapatrier un peu des moyens. On a fermé les RASED, les réseaux d'aide spécialisés d'aide aux élèves en difficulté. Et on a fermé les postes de remplaçants autant que possible. En gros, comment on accueille une vague démographique à moindre coût? C'est ça l'équation qu'ils ont résolue. Et donc la suppression des classes de 2 ans a été un moyen. Et pour faire accepter aux enseignants du premier degré, notamment, la suppression des RASED, le fait que dans le même temps de classe, avec moins de temps de classe, il fallait enseigner le même programme, plus l'anglais en primaire, l'histoire de l'art en primaire, l'éducation à la santé, l'éducation à la citoyenneté, l'éducation à l'égalité entre sexes, l'éducation à l'environnement. Alors, il y en a 8, je ne m'en rappelle jamais de tous. Donc, il fallait faire plus de choses en moins de temps. Ben, pour pas que ça gueule trop, on a accordé le samedi matin, en contrepartie. C'est comme ça que ça n'a pas trop gueulé. Et donc, le résultat, c'est que les enseignants se sont retrouvés avec les élèves dans une situation intenable, c'est-à-dire comment on fait plus de choses en moins de temps. Pile poil, 1 an plus tôt, ils avaient voté ce qu'ils appelaient le socle commun des connaissances et des compétences, c'est-à-dire qu'ils coupaient le programme en 2, voilà la partie obligatoire, et le reste, c'est si vous pensez que vous y arrivez. Ça n'a jamais été formulé aussi crûment. Mais le travail de la recherche, c'est de regarder les logiques objectives indépendamment des discours qui les accompagnent. Parce que les discours, le ministre ne dira jamais qu'il va réduire les moyens. Donc, ils ont contenu la vague, ils ont accueilli la vague dans le premier degré,
en contenant les moyens. Et quand, à grand renfort de discours idéologiques, les pauvres enfants de 2 ans, ils ne sont pas bien à l'école, les enfants sont fatigués, il faut supprimer les samedis matins, etc. Et quand la vague du baby-boom est rentrée au collège, réforme de Najat Vallaud-Belkacem, qui a restructuré les programmes, qui a supprimé l'équivalent horaire d'enseignement de la moitié d'une année de cours disciplinaires pendant la durée du collège. Remplacer, il faut être précis, les élèves n'ont pas perdu du temps de présence au collège, mais ils ont perdu du temps d'enseignement. Remplacé par des objets improbables sur le plan pédagogique, parce que soutien en classe entière, on ne sait pas bien, Remplacé par des heures obligatoires d'éducation, à ceci, à cela, où on fait intervenir les pompiers, les machins et les trucs. Remplacé, du coup, c'est pas un enseignant qui est payé, hein, il y a un intervenant extérieur. Voilà. Et remplacé par quelque chose sur lequel je vais préciser ma critique, parce que je veux bien me faire comprendre, par ce qu'ils appellent les enseignements interdisciplinaires. Et toutes les recherches accumulées, on commence à en avoir, montrent que les recherches interdisciplinaires pourraient avoir de l'intérêt si ça se faisait en plus des disciplines, mais quand ça se fait à la place des disciplines, notamment dans les collèges et les lycées populaires, on avait déjà vu ça avec la réforme allègre des TPE, travaux personnels encadrés, mais en fait les élèves qui n'ont pas une socialisation, enfin qui sont socialisés à la maison comme des enfants et pas comme des élèves, n'ont pas les réflexes de se dire quand on présente un thème, il faut le transformer en objet d'étude par le biais des disciplines que je vais articuler entre elles. Et c'est Belkacem qui a fait ça? La réforme du collège, c'est Belkacem. C'est de la gauche quand même, c'est pas... Oui, mais est-ce qu'il y a eu moins d'heures d'enseignement pour les enfants je veux dire, moins d'heures dans la dotation horaire? Est-ce qu'il y a eu moins d'heures? Il y a moins d'heures par discipline d'enseignement sur l'ensemble des 4 ans. Non, la question que je demande, c'est est-ce qu'il y a moins d'heures d'enseignement? C'est-à-dire, est-ce que la DHG a diminué en heures par Alors, enfant? ça mériterait regard par établissement, mais à l'arrivée, oui. Parce que, en fait, ce qui a été encouragé, c'est que les enseignants d'art plastique, quand ils n'avaient pas suffisamment d'heures d'élèves pour faire leurs heures, ils faisaient soutien de maths et vice-versa. Et donc ça a fait des économies d'échelle importantes, et c'est le moment où on a remplacé, notamment, les postes d'agrégés ont été maintenus au concours, mais c'est les postes de capétiens qui ont considérablement été diminués au profit des contractuels. Et donc, ça a fait des économies d'échelle drastiques. Et quand la vague du baby-boom est entrée au lycée, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais réforme Blanquer des filières, suppression d'heures en seconde, mais les élèves qui sont... Vous savez qu'à la fin de la seconde, il y a un palier d'orientation, on en dégage pas mal. Mais les élèves qui, eux, continuent, récupèrent les heures par la suite. Donc, celui qui obtient le bac n'a pas perdu d'heures. Mais sauf que les heures qui manquent en seconde pour se mettre au niveau et passer le cap du palier d'orientation, c'est là qu'elles ont été supprimées. Hein. Et la réforme Blanquer des filières, qui a d'énormes conséquences en termes d'échec scolaire, elle a permis des économies d'échelle drastiques, parce qu'on concentre les élèves en classe de maths selon leurs options, ce n'est pas les mêmes qui vont en français, etc. Et donc ça a permis beaucoup d'économies financières. Donc, derrière le prétexte des rythmes scolaires, en réalité, il y a une réforme d'économie budgétaire ou de maintien budgétaire pour pas que ça dépasse, alors même qu'on a des gros effectifs. Et à l'époque de l'accroissement démographique, moi j'avais été l'un des rares à tirer la sonnette d'alarme, mais aucun grand journal n'a voulu passer les papiers parce qu'il ne fallait pas le dire. Maintenant qu'il y a baisse démographique, tous les journaux en parlent tous les jours, ce qui est quand même assez suspect. Voilà. Cette réforme des rythmes scolaires, chaque fois qu'il y a eu réforme des rythmes scolaires, on a supprimé du temps. On a supprimé du temps pour le confier, c'est le grand projet, à l'extérieur. Blanquer avait déjà voulu faire ça pendant le confinement, il appelait ça le 2S2C, sciences, sport, culture, civisme, un truc comme ça devait être. Et donc, d'externaliser des disciplines entières. Et donc,
si j'en reviens à la Convention, ben, moi, là, dans le bouquin, je montre que, ben, oui, les élèves d'aujourd'hui, ok, s'il y a consensus pour dire qu'ils ont du mal à se concentrer de façon scolaire, parce que les enfants, quand ils jouent au foot avec les copains dans le quartier, ils sont concentrés sur la partie. Mais c'est une autre forme de concentration. Parce que, je vais prendre 2 minutes, je ne vais pas faire trop technique à la science de l'éducation, mais en gros, il y a une forme d'activité qui est celle que connaissent la plupart des gens, les citoyens, je rappelle, que, voilà, quand on fait une activité, ben, on la vit, basta. On la vit. On la vit. Pour la plupart des enfants, quand on les amène au square pour faire de la balançoire, ben, on va faire de la balançoire. Et puis, et je ne veux pas critiquer, parce que moi je suis comme ça, on a suivi une formation, on a le cerveau modelé, transformé par la formation. Ben, quand on va au parc et qu'il y a une balançoire, on ne peut pas s'empêcher de faire remarquer que la forme du montant de la balançoire, est-ce que tu as reconnu la forme triangle? Et des enfants qui ont 4 ou 5 ans, quand ils filent un coup de main à mettre la table, pour la plupart des familles, les enfants aident à mettre la table. Et puis pour un certain nombre d'entre nous, c'est l'occasion de travailler la différence entre la gauche et la droite. Le dénombrement des fourchettes. C'est-à-dire que quand on a suivi des études longues, eh bien, on est habitué à ce que les situations qu'on vit, on fait des allers-retours entre vivre la situation et mobiliser des concepts pour penser la situation. Et, au fond, si on prend nos cours de littérature, c'est ça. En littérature, on ne nous invite pas à être seulement des lecteurs et on ne nous invite pas non plus à seulement retenir des figures de style sans lire. C'est l'aller-retour entre la mise en pratique et la conceptualisation qui permet d'offrir des outils pour revenir à la pratique d'une autre manière. Au fond, c'est ça la science et c'est ça l'école. Voilà. Et donc, si on prend quelques disciplines, ce que propose la Convention citoyenne, mais aussi nos ministres, enfin nos gouvernants, ben, c'est de déscolariser des disciplines entières en termes d'état d'esprit et de contenu. Macron propose qu'on se concentre sur ce qu'il appelle le socle minimal, le socle commun français, maths, limité en termes d'objectifs à de l'opérationnalité. Hein. Et que pour lui, il y ait 30 minutes par jour de bouger, où les enfants puissent bouger. Ce n'est pas de l'éducation physique et sportive, on n'apprend pas à réfléchir sur les mouvements du corps, sur la position des partenaires dans l'espace, et c'est se défouler. Mais ce qui veut dire que pour lui, l'enseignement, c'est se contenir, et puis tout d'un coup, pam, le corps explose. Enfin, c'est une conception assez curieuse de l'enseignement. Et donc, ce que cette conception porte, et le ministre Blanquer en est emblématique, c'est qu'il faut conditionner à obéir à des protocoles, et pas viser à ce que l'école soit un lieu où on apprend à réfléchir par des outils et des savoirs. En fait, c'est la disparition des savoirs au profit de compétences, c'est-à-dire des gestes opérationnalisables, des mécanismes de pensée opérationnels dans une situation. Et la Convention citoyenne des droits de l'enfant a été très honnête et très explicite sur le sujet, puisqu'elle a proposé que les lycéens apprennent à remplir des feuilles d'impôt. Parce que c'est utile. Et donc, mais prenons cet exemple. C'est utile de savoir remplir une feuille d'impôt, comme c'est utile de savoir plein de choses. Mais c'est quand même beaucoup plus le rôle de l'école, chiche, sur le rôle de l'impôt. Et de comprendre les mécanismes et les principes de justice, et pas seulement apprendre bêtement à remplir la feuille. Et donc, c'est vraiment ça, la divergence d'orientation sur la conception de l'école. Il y a une conception de l'école qui est portée, qui est une école de mémoriser et appliquer des protocoles, savoir-faire pour être efficace sur le futur poste de travail et pas trop se poser de questions. C'est ça qu'il y a derrière. Et donc, partant de là, ben, il y a des disciplines entières qu'il propose de supprimer. Pas la Convention tout à fait explicitement, mais ils le disent en tournant autour du pot, en disant « Ah, il y a plein de partenaires extérieurs ». Mais dans les pays où on a réduit le temps d'école, hein, j'ai invité il n'y a pas très longtemps dans un séminaire un collègue qui est spécialiste du Japon. Quand au Japon, ils ont supprimé beaucoup d'heures d'école, il faut dire qu'ils en avaient quand même un nombre déraisonnable. Le problème,
c'est qu'ils n'ont pas modifié les réquisites pour rentrer dans les filières sélectives du niveau suivant. Donc si vous maintenez le niveau d'exigence qui suit et que vous diminuez les heures en amont, ben, que font les familles? Ben, elles donnent des cours privés. Et donc ça a été l'occasion de la marchandisation de l'enseignement massive. Les enfants, ils ne sont pas allés à des loisirs. Hein. Et donc, parmi les idées fausses, il y a l'idée que réduire le temps évite la fatigue. Mais en fait, ça crée la fatigue. Parce que, comme je l'expliquais, la réflexion de l'étude, qu'on soit à l'école ou à la maison, peu importe le mode de scolarité, quand on étudie quelque chose, ça demande une activité mentale très différente du fait d'être impliqué dans une situation qu'on vit. Et donc, il y a des gens qui ont été habitués depuis qu'ils sont tout petits, à qui ça demande moins d'efforts. Mais c'est la minorité des enfants. Hein, je vais vous donner des statistiques tout à l'heure, si vous voulez, mais enfin, je peux le donner maintenant. Si on additionne au niveau collège, pour lesquels on a des stats plus fiables que pour le premier degré, pour des raisons pour lesquelles je pourrais rentrer, mais bon, comme c'est tous les enfants vont au collège, c'est fastoche. Au collège, si on additionne les parents, ouvriers, employés, je rappelle qu'un employé c'est un ouvrier du tertiaire, hein, c'est balayeur, caissière, etc. Ou inactifs, c'est-à-dire chômeurs n'ayant jamais travaillé et qui sont en fait 3 fonctions avec très peu de diplômes, ça représente 55% des collégiens. 55% des collégiens ont les parents qui occupent ces métiers-là ou ces positions-là. Si je le dis autrement, il y a une majorité d'enfants qui n'a que l'école. Il n'y a pas de raison de supposer que c'est à la maison, qu'on va les exercer à ce que quand on fait du sport, on va intellectualiser les gestes et ça va fournir des éléments réflexifs pour revenir sur les gestes. Il n'y a pas de raison de penser que s'ils lisent un roman ou qu'ils regardent un film, ils vont s'interroger sur la mise en scène de la série. Voilà. Il n'y a pas de raison de penser ça. Les parents en ont été privés parce qu'ils n'ont pas eu le droit de faire des études, on ne va pas le leur reprocher. C'est quelque chose de très cynique. Et donc, l'école est utile justement parce qu'on peut y apprendre ce que la majorité des familles n'apprennent pas à la maison. Parce que après, je vous le dis, hein, si vous pouvez l'apprendre à la maison, on est mieux à la maison. Hein. Bon, voilà. Mais les parents, massivement, ne sont pas suffisamment formés dans chaque discipline pour pouvoir assumer ça. Par conséquent, à l'école, ils rencontrent un nouveau type d'activité, de contenu et donc d'activité mentale, ben oui, qui fatigue pour prendre une nouvelle habitude mentale, et bien c'est de la bonne fatigue. Et donc, si on réduit le temps d'école, on réduit le temps d'entraînement pour se former à cette capacité de concentration très spéciale. Eh bien, si les élèves d'aujourd'hui sont plus fatigués, c'est parce qu'on a supprimé autant de temps scolaire et donc ils s'exercent moins, c'est tout. C'est assez mécanique. Quand on supprime le temps scolaire, conséquence, que font les enseignants? Parce que c'est compliqué, comment on traite les contenus. Ce qu'ils suppriment en premier, ben, c'est les tâches qui prennent du temps en classe. Et qu'est-ce qui prend du temps? Faire écrire les élèves. Ça, c'est long. Et oui, ben, du coup, à l'arrivée, les élèves sont moins exercés à écrire. Et après, que disent les évaluations PISA? Les élèves français ont du mal à produire des textes longs. Super, quel suspense. Et nos collègues, quand les élèves arrivent au lycée, disent mais ils ne savent plus rédiger de textes longs au-delà d'une phrase. Et à l'université, tout le monde, on dit tous pareil. Hein, voilà. Ben, oui, mais il faut arrêter de mettre les gamins à l'index, quoi. C'est le résultat des politiques qui ont été conduites depuis 20 ans. C'est le résultat. Et donc, la Convention citoyenne est partie de constats qui n'étaient pas idiots. Dire les enfants sont fatigués, c'est un vrai symptôme. Le syndrome de la boule au ventre le dimanche soir. Il y a quand même beaucoup de cabinets de psy qui ont des consultations là-dessus. C'est pas une petite chose, c'est pas de la rigolade. Mais ce qu'ils en tirent comme conclusion, pour diminuer la boule au ventre et le stress, on va réduire le temps d'école. Or, on l'a refait. Ben oui, mais du coup, depuis qu'on a réduit autant de temps de classe,
les enseignants qui veulent que leurs gamins, quand même, à la fin de l'année, soient un peu instruits, appris des choses, ils ont moins de temps. Eh bien, ils bourrent. Et en plus, il y a plein de contraintes à évaluer en permanence, qui viennent de la hiérarchie. Ben, le stress, c'est cette situation qui la génère, en tout cas qui l'amplifie. Parce qu'il y a un stress de la société, en France en particulier, sur le devenir, à partir de l'école et compagnie. Ça, c'est un sujet, sauf que la réduction du temps accroît ça. Et donc, il me semble que ça vaut le coup de tordre le cou à ces idées fausses. Je pourrais revenir sur quelques-unes d'entre elles, mais j'ai fait la deuxième partie du livre, c'est une sélection de textes qui déconstruit ces idées fausses. Par exemple, l'idée selon laquelle l'école devrait répondre à des besoins soi-disant spécifiques des enfants. Voilà. Il y a un très beau texte de Jacques Beauvais qui, déjà en 1969, disait « mais c'est n'importe quoi, tous les enfants ont besoin d'apprendre à lire, tous les enfants ont besoin de se cultiver. En quoi c'est spécifique? L'école, elle ne doit pas répondre à des besoins, elle doit créer de nouveaux besoins qui ne sont pas déjà là chez l'enfant, parce que sinon ça veut dire que, selon l'origine sociale, mais on répond aux besoins que la famille a générés dans la tête de l'enfant. Et donc on est là, au contraire, pour développer de nouveaux besoins, susciter des centres d'intérêt dont l'enfant et sa famille ne soupçonnent même pas l'existence. Et donc, cette convention, elle aurait pu donner lieu à quelque chose d'intéressant, sauf que la sélection des chercheurs ayant été faite pour pousser dans le sens qui était déjà décidé, voilà. Alors on verra, je pense que tout ça ne va pas être bien appliqué, mais parmi parce qu'en fait ils ont rentré le calendrier, parce que c'est tellement le bazar à l'Assemblée que bon bref. Mais ils proposent des choses comme réduire les horaires de cours à 45 minutes dans l'enseignement secondaire. Ça a l'air technique, mais en réalité quel est l'objectif? En vrai, le vrai objectif, il n'est pas là. Le vrai objectif, il est que c'est pas aux élèves qu'ils enlèvent 10 minutes, c'est aux profs. Si on enlève 10 minutes à chaque cours sur la semaine, en vrai, ça veut dire qu'un prof de français ou un prof de maths, ils peuvent leur filer une classe de plus. Et ça fait un bout de prof en moins. L'objectif, il est là. Sauf que, si on revient à l'intérêt des élèves, si les élèves n'ont que 45 minutes au lieu de 55 minutes, il y a des choses qui sont incompressibles. Les faire asseoir et gagner le calme, ça, je ne vois pas comment on peut le réduire. Noter les devoirs, ranger ses affaires, je ne vois pas comment on peut le réduire. D'accord? Donc ça on ne le bougera pas. Ou alors, si quelqu'un a la solution, qu'il dit, moi je ne la connais pas. Donc c'est entre les deux. Donc entre les deux, le prof, il a moins de temps. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Si en plus les profs, ils ont une classe de plus, ben, ils vont moins faire écrire les élèves, parce que ça va faire un paquet de copies en plus. Moi-même, je vous dis sincèrement, quand j'avais des LE, j'en ai moins. À l'époque, j'ai eu des salles à plus de 100. Donc à plus de 100, ben, je les faisais écrire une fois dans le semestre, les premières années. Et quand j'en ai 25, ils écrivent 3 fois, parce que ça me fait le nombre de copies qui est à peu près correct. Et donc ça veut dire qu'on exerce moins les élèves. Et après, on va se plaindre du niveau. Il faut arrêter avec ça. Donc, il y a des symptômes, mais du coup, comment on peut y répondre? Je vais conclure là-dessus, parce que j'ai été trop long, je sais que je suis bavard. Voilà. C'est que... Vous êtes l'invité. Il me semble que on a une occasion historique, en fait. C'est que les naissances sont allées en montant très très fort de 1998 jusqu'en 2011. Enfin, en réalité jusqu'en 2009, et ça fait un plateau jusqu'en 2011. Et après, elles sont descendues aussi vite qu'elles étaient montées. Et donc, dans les journaux, là, on entend baisse démographique, nanani, nanana. Et là, il y a deux façons de voir. Deux. Voilà. Première hypothèse, ben, on réduit le nombre de profs. Voilà. Et c'est pour ça que aussi on nous répète, les élèves sont fatigués, gna. Deuxième hypothèse, on se dit, ben, c'est l'occasion. C'est l'occasion. Les profs des écoles, ils font un métier beaucoup plus difficile qu'il y a 50 ans. Je peux développer parce que c'est une autre de mes recherches. Il y a 50 ans, un prof des écoles qui suivait le manuel et faisait réaliser le texte du manuel, il était dans les clous.
aujourd'hui, pour préparer aux études longues, si on fait ça, on ne prépare pas les élèves. En vrai, ce que propose Blanquer, ça ne marche pas. Donc, il faut un métier plus difficile. Ils accueillent, dans une logique d'inclusion, des enfants handicapés, en plus du reste de la classe, et du coup, comment on fait pour gérer le tout? Le principe est une chose, la mise en œuvre en est une autre. Comment on fait pour avancer le programme avec les uns, quand on doit faire autre chose avec l'autre? Voilà. Parce que je ne parle pas des élèves qui ont un fauteuil roulant, parce qu'ils peuvent suivre comme tout le monde, basta. Mais les élèves qui, psychiquement, ne peuvent pas suivre, qu'est-ce qu'on fait? Donc, les enseignants du premier degré sont épuisés. En gros, il y a une perte de sens du métier. En plus, les évaluations permanentes qui mangent sur le temps d'enseignement, on évalue des choses dont on se demande si on a le temps de les avoir enseignées. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on évalue à part les parents, la socialisation familiale? Donc, il y a une solution qui consisterait à dire, eh bien, diminuons le temps de présence des profs, des écoles, devant les élèves. Ils sont à 4 jours, passons à 3 jours et demi. Et les élèves, regagnons du temps, eux, on les passe à 4 jours et demi, ils reviennent à 4 jours et demi comme avant, mais des journées pleines, ils reviennent à 27 heures. Ben, du coup, une journée par semaine, les élèves, ils sont avec un autre enseignant. Dans le premier degré, deux adultes, ça va, les repères, c'est pas trop compliqué. Voilà. Et du coup, comme il y a baisse démographique, il n'y a pas besoin de recruter des millions de personnes. C'est l'occasion. Mais ça veut dire qu'on maintient les moyens. Et là, c'est un vrai défi. C'est une occasion historique. Il me semble que, en tout cas, il y a deux modèles qui s'affrontent. Et pour permettre les apprentis, parce que là, il y a quand même quelque chose qui va arriver de très compliqué. Je ne vais pas rentrer ce soir dans le débat sur l'intelligence artificielle. Parce que quand même, qu'on utilise ces outils quand on a appris à réfléchir, ça ne nous empêche pas, on n'oublie pas ce qu'on a appris. Par contre, comment on apprend à réfléchir si on ne s'exerce pas à réfléchir? En fait, là, il y a quand même un truc qui est sacrément embêtant. Et les élèves vont avoir besoin de temps pour se former, et y compris pour apprendre à raisonner de façon complexe, pour un peu comprendre ce que fera la machine parfois. Et ça, c'est pas en diminuant le temps scolaire qu'on va y arriver. Ce n'est pas en diminuant le temps de présence des lycéens en classe, quand le bac est de plus en plus un bac d'établissement depuis la réforme Blanquer, qu'ils auront l'orientation par la suite. Donc, en fait, la question du temps de l'enfant est quelque chose de fondamental sur ses conséquences pour la pédagogie possible et donc sur ce que les élèves peuvent apprendre. Alors, il y a un autre aspect du débat, qu'est-ce qu'on fait avec les partenaires extérieurs? On pourra y revenir, mais j'en termine en disant qu'un des enjeux fondamentaux, c'est est-ce que le but du jeu, c'est de réduire l'école au minimum, un peu de français, un peu de maths, mais pas du français littéraire, hein. Français pour apprendre à écrire sans trop de fautes, et pas de la littérature, parce qu'en fait, les directives de Blanquer, c'est apprendre à lire des textes informatifs, explicites. Sauf qu'un roman, quand même, les personnages, ils disent pas toujours leurs intentions. C'est même ce qui en fait l'intérêt, parce que si les romans, ils ressemblent à une notice Ikea, franchement, c'est pas très intéressant, quoi. Et donc, ça pose la question, qui on veut former? Est-ce que c'est un minimum de français, un peu de maths, et le reste, c'est à la charge des parents, on privatise, parce que c'est ça le projet. Et chaque fois que... Donc, il y a cette forme de privatisation, si vous voulez un peu plus que l'école publique, prenez le complément. Et il y a une deuxième forme d'encouragement du privé, c'est que chaque fois qu'on réduit le temps des journées d'école, les parents qui travaillent, ils ont un problème de garde. Et donc ça devient de fait un avantage commercial pour le privé, puisque les profs sont payés par l'État et que les fluides, chauffage, eau, etc., l'entretien, c'est payé par les collectivités, ils sont obligés, même s'ils ne veulent pas, et que depuis Blanquer, les mairies sont obligées de payer pour la maternelle privée, ce qui n'était pas le cas avant. Qu'est-ce qui reste à charge des parents? Le périscolaire. Le périscolaire. Et donc, plus on réduit les journées de classe, plus c'est un argument commercial pour le privé. Et pourquoi ils ont voulu faire cette convention sur les temps de l'enfant depuis 2023?
Je vous rappelle que 2023, quand Macron lance cette idée-là, dans le journal Le Point, il y a une ministre éphémère de l'Éducation nationale qui s'appelle Amélie Oudéa-Castéra, que je remercie, moi, Ah oui, t'es très bonne. Hein. parce qu'elle a permis aux Français de comprendre à quel point le privé était financé. Voilà. Mais, pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle a menti sur la qualité de l'école publique, qui ne va pas bien, parce qu'elle est abîmée à force des attaques, etc. Mais pourquoi elle a menti à ce point-là? Parce qu'elle sait très bien que depuis 2011, les naissances baissent, que le privé, qui avait recruté des profs pour faire face à la demande croissante, et qui en avait profité pour sursélectionner scolairement et socialement, allait vers un problème. Quand il y a moins d'enfants, il y a moins d'enfants. Point. Et donc, il fallait pousser les parents à quitter le public pour aller dans le privé. C'est ça qu'ils font depuis 10 ans. Pour éviter un plan social dans le privé. Et pour maintenir l'avantage qu'ils lui ont conféré. Donc là, l'état de l'enfant, il y a des vraies questions sur la fatigue, les transports, si vous voulez on va revenir, les loisirs, j'en ai pas parlé, mais c'est toute une partie du bouquin. Mais derrière, les arguments qui ont été mis en débat, il y a ceux qui n'ont pas été mis en débat. La perte globale de temps d'école, les conséquences sur le niveau et sur les apprentissages, le projet d'école que ça suppose, et le projet d'externalisation de tout un tas de disciplines et de marchandisation à des associations, à du privé lucratif, ou etc. J'ai été un peu long. Merci. Tout à fait, tout à fait. Alors, vous avez été très très complet parce que j'ai du mal à trouver des questions vu que tout a été fait. Donc je suis tout à fait d'accord et j'ai la même constatation qu'il y a eu une diminution des heures par élève avec une impossibilité de dédoubler, qu'on a fait des classes qui sont beaucoup plus hétérogènes parce qu'on accueillait des enfants en situation de handicap, mais aussi parce qu'on a gardé des enfants qui étaient dans d'autres structures avant. Et les écoles qui réussissent, ils ont des systèmes du type ils ont d'abord des classes beaucoup plus faibles en effectif, plus des dispositifs de plus de maîtres de classe. C'est-à-dire qu'il y a, je crois qu'en Finlande, à l'époque où il y a eu un livre écrit dessus, ils étaient à 18 élèves par classe, quelque chose comme ça, et un maître supplémentaire pour cette classe. Donc ça veut dire qu'ils pouvaient travailler pour les élèves à besoins particuliers. Mais c'est une grosse question. La deuxième question, c'est qu'il y a une suppression de toutes les matières qui ont énormément diminué, comme les travaux manuels, les arts plastiques, qui sont devenus beaucoup plus littéraires. Pareil pour la musique, où avant on jouait d'un instrument, maintenant on ne le fait plus, etc. Ce qui m'étonne quand même, c'est l'histoire des besoins spécifiques des enfants. J'ai vraiment une question. Il est tout à fait exact que les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage sont, pour au moins 90% d'entre eux, tout à fait aussi intelligents que ceux qui réussissent, que le problème n'est pas un problème d'intelligence, le problème c'est qu'ils, je ne me rappelle plus exactement vos mots, ils ne sont pas dans une posture scolaire, c'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à apprendre, globalement, tel que moi je le perçois. Ceci dit, il y a quand même des enfants qui ont des difficultés de mémoriser qui semblent des problèmes de type cognitif. Ça existe. Et la deuxième chose, c'est que quand on arrive au niveau du collège, quand il y a des lacunes graves sur la capacité de lecture, la capacité d'expression, ou sur la maîtrise, la capacité de donner du sens aux quatre opérations, ces enfants-là ont des besoins spécifiques qui sont liés à leur connaissance. Et ça, on ne peut pas les nier. Je vais revenir là-dessus parce que mon propos, peut-être que je n'ai pas été clair, portait sur les enfants qui rentrent à l'école maternelle. D'accord. Donc les enfants qui sauf qu'après, il existait des RASED, etc., qui ont été supprimés. Oui. Voilà. Tout à fait. Y compris le dispositif plus de maîtres que
classe. Et Ça donc, a été supprimé. voilà. Et donc là-dessus, moi je suis tout à fait. C'est pas parce qu'un enfant n'apprend pas à un moment donné qu'il peut tout à fait se réveiller et se mettre à apprendre. Le problème, c'est que s'il a des lacunes trop fortes, c'est compliqué, surtout qu'il n'y a pas les moyens pour l'aider. Il n'y a pas plus de maîtres de classe qui pourraient, par des dispositifs... Et que la réforme de 2015 du collège a supprimé la possibilité qu'avaient les principaux de collège en ZEP, enfin l'éducation prioritaire, parce que ça s'appelle plus ZEP, d'avoir des heures supplémentaires de soutien français et de soutien maths. Alors, celle de 2015. De 2015, Ah ouais. alors je suis allée dans le détail de Et horaire plancher, horaire plafond, ça a sauté. D'accord. Par contre, je suis allée dans le détail de cette réforme et j'avais des souvenirs différents de ce que vous avez dit, mais comme j'ai pas le... Non, j'ai fait des comptes de précis des heures, c'est ok. Tout à fait. Alors, question. Il y a des questions, Emmanuel. Oui, ben, bien sûr, on a tous des questions énormes. Voilà, moi j'ai des questions énormes. Bon, j'ai quitté l'enseignement au moment des réformes Blanquer. Je les ai vues arriver. Pardon ? Vous étiez enseignante où et en quoi? En collège, en primaire? En prépa. J'étais 20 ans dans le secondaire et 20 ans en prépa. J'ai vu arriver les réformes Blanquer. J'ai vu la faveur ou les multiples faveurs que Blanquer offrait à l'enseignement privé. En fait, sans comprendre. Voilà, sans comprendre ce qui nous arrivait. J'ai vu le massacre que faisait sur le collège et le lycée. Les classes prépa ont été un petit peu épargnées. Hein. Elles ont été largement menacées, mais épargnées. J'ai vu le massacre que ça créait. J'ai vu et j'ai participé aux très nombreuses manifestations des collègues. On a assisté à ça, manifestants et impuissants. Voilà. Et au fond, je peine à le penser. Alors j'ai lu le bouquin de Laval et des autres là, qui s'appelle La Nouvelle École capitaliste, où il analyse extrêmement bien le rapport que vous avez évoqué aux compétences. Mais cette faveur accordée au privé et cette liquidation systématique du public, voilà, ça me laisse sans voix. Et les seules réponses politiques que j'ai, c'est cocotte, c'est le néolibéralisme dans toute sa splendeur. Bon, ça c'est une de mes premières questions, hein, qui est politique évidemment. Bon, je vais m'arrêter là. J'en aurai des plus techniques. Je suis assez d'accord avec vous sur l'histoire de ne pas diminuer les heures d'enseignement. Mais si je me dis qu'on augmente les heures, si on devait augmenter à nouveau les heures, est-ce que ça serait miraculeux pour autant? Merci. Les élèves. Et ça, j'en suis pas certaine. Merci. Parce qu'à mon avis, il y a plein de facteurs. J'ai oublié ça. Plein de Merci. facteurs. Moi, j'ai retrouvé mes deux autres questions. La première, excuse-moi, pour moi c'était un constat, c'était pas une question. Non, c'est pas une question. Je suis d'accord. Il faut que tu formules tes questions maintenant. Ok. Alors, j'ai une autre question sur les conventions citoyennes. Parce que dans ma naïveté, j'avais pensé que, en tout cas, la convention citoyenne, pas sur le climat, mais sur la fin de vie, que j'ai suivie d'assez près, elle s'était convenablement... Oui, tout à fait, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Mais non, parce que ce que vous sous-entendez, ou alors je vous ai mal compris, c'est que la convention, qu'est-ce qui est pipé au départ? Parce que
Vous voyez, là, vous nous avez dit la Convention citoyenne Compris, sur oui. les temps scolaires, elle est pipée dès le départ. En fait, le constat est le même. Depuis ces 3 conventions citoyennes, les dés sont pipés, bien sûr. Il nous fait parler, mais il n'écoute rien. Bon, D'accord. j'ai une Et troisième. il y en avait une autre. Ouais, mais je crois que je vais l'avoir perdue. Mais vous la Je retrouverez d'ici là. la retrouverai. Est-ce qu'il y a d'autres En questions? fait, vous n'avez pas complètement terminé quand vous avez parlé de l'histoire de concentration des enfants. Vous avez parlé de cette histoire de balançoire, etc. Ah oui, ça y est, j'ai retrouvé. Après, Ouais. vous n'êtes pas revenu à la concentration des élèves. Et moi, je pense que les élèves ont de plus en plus de mal à se concentrer. Et ce n'est pas forcément une question de fatigue physique, effectivement, mais je pense que ça joue aussi au niveau des avec les écrans. Moi aussi, c'était ma troisième question. Et d'ailleurs, ils ne savent plus utiliser un ordinateur. Tout se passe sur le téléphone. Ils font leur devoir sur le téléphone portable. Enfin, je veux dire, c'est un autre type de fatigue qui fait qu'au bout d'une demi-heure d'enseignement, il décroche. Il n'arrive pas. Il n'entend plus. C'était ma question. Donc, Sur je sais cette... pas si- Oui, je vais revenir là-dessus. Voilà, je pense qu'il y a quand même une certaine... Parce que la question des écrans faisait aussi partie des symptômes énoncés dans la lettre de commande de la Convention citoyenne. Ah oui. Alors si je reprends dans l'ordre quelques trucs. Qu'est-ce qui est pipé? Alors, Dans les conventions. dans les et dans celle-ci en particulier. Dans la Convention sur le climat, qui était la première, ils ont quand même essayé au début de verrouiller. Mais la mobilisation des associations environnementales, des syndicats, la CGT a poussé très très fort, etc., a un peu secoué le cocotier et ils ont été obligés de céder sur la diversité des intervenants qui étaient auditionnés. Et pour moi, à l'arrivée, le résultat de la convention n'est pas pipé. La preuve, c'est qu'il n'en a rien fait. C'est la bonne preuve. C'est que c'était vraiment, à l'arrivée, c'est nuancé, c'est informé, Voilà. c'est intéressant. Sur la fin de vie, ça a été aussi très long, très controversé, mais Très informé. très informé, très sérieux, voilà, avec du temps. On ne sait pas s'ils en feront quelque chose, mais il faut dire que c'est tellement le bazar au Parlement que quand est-ce qu'ils vont l'aborder? À mon avis, ils ne l'aborderont pas avec la présidentielle, c'est trop explosif. Mais ce qu'il y a de différent dans la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant, le calendrier. Convoqué en avril. Première réunion fin juin, je crois, je ne voudrais pas dire de bêtises. Dernière réunion octobre ou début novembre pour remise du rapport, avec l'été au milieu. D'accord? Donc, en fait, c'est pas possible. Non. Voilà. Celle sur le climat, elle a pris du temps, les citoyens ont été informés. Les documents qui ont été remis aux citoyens de la Convention sur les temps de l'enfant étaient d'une indigence rare. Voilà. Bon, après, on pourra revenir. Les seuls trucs un peu scientifiques, c'était sur la chronobiologie. Je pourrais y revenir en vous expliquant les problèmes que ça pose. Mais les chercheurs qui sont intervenus, soit ils expliquaient ce qu'était la réalité dans d'autres pays, mais ça n'expliquait en rien la fatigue des élèves français. En fait, voilà. Donc, c'était que des trucs qui ne servaient pas à s'informer. Il n'y avait pas d'avis de discipline scientifique qui éclairait par des angles différents et qui amenait à dire « Ah oui, mais selon ce qu'on prend en compte, c'est pas si simple. » Voilà. Ce genre de mécanique qui est arrivé pour les deux autres conventions n'est jamais arrivé. D'accord. J'ai un collègue qui a été invité parce qu'ils n'ont pas eu le choix, parce que vraiment c'était pas possible. J'ai fait un séminaire avec lui qui est enregistré, je pourrais vous donner le lien pour le trouver sur internet, 3 minutes. Et quand il a commencé à aborder quelque chose d'un peu sérieux, on lui a dit mais c'est pas ça le débat, on veut que vous nous disiez si vous êtes pour ou contre des vacances d'été raccourcies ou rallongées. Vous savez, le petit bout de la lorgnette qui ne sert à rien, quoi. C'est les faux débats. Voilà. Parce qu'en vérité, les vacances d'été, moi qui vous avez compris que même si j'habite en région parisienne, je n'en suis pas originaire, l'été dernier, au mois de juin, il faisait 42 degrés dans les salles.
En fait, raccourcir les vacances d'été, ça veut dire reconstruire la moitié des établissements scolaires. Ils ne veulent pas recruter de profs, on ne va pas se lancer dans un plan d'investissement pareil. Voilà. Donc ça, c'est sur en quoi c'est pipé. Oui, mais pour la convention sur le climat, ils avaient fait briefer les membres de la convention par des très bons chercheurs. Et surtout C'est ça. On en connaît. Mais ce n'était pas leur intention au départ. Et Ce n'était pas leur intention au départ. Parce qu'on avait pris quand même le temps Tout à fait. d'aller... Mais c'est ce que je viens de dire. Oui, oui. Ces deux premières conventions avaient très bien, C'est ce que je viens de dire. très bien fonctionné. Mais ça leur a été imposé par... En gros, en bureau du CESE, ça a vachement chauffé. Mais là, en plein été, il n'y avait pas les moyens. Qui est-ce qui a imposé, qui va faire la formation, qui est-ce qui a choisi les profs? C'est deux personnes qui ont choisi toutes seules. Ah bon? Voilà. Le président de la Convention citoyenne, qui est l'un des vice-présidents du CESE, ça fait polémique après, mais ça a été cadenassé. Il s'appelle Kenza Okansé. Voilà. Allez-y, excusez-moi. Vous voulez dire qu'ils ne veulent pas raccourcir les vacances d'été? Non, en fait, ils voulaient raccourcir les vacances d'été, tout en sachant que c'était impossible. Mais c'est pas possible, ne serait-ce qu'avec l'industrie touristique aussi. Alors, s'ajoute ça pour les petites vacances notamment. Mais quand bien même ils voudraient, il faut reconstruire la moitié des écoles en France. Alors qu'ils savent très bien que les bâtiments, il y a 50% des universités qui tombent en décrépitude. Elles ont toutes été construites il y a 50 ans. Ben, ils ne mettent pas un centime dedans, donc ils ne vont pas le faire pour les autres. Voilà. En fait, c'est faux, quoi. C'était un faux débat, on appelle ça un leurre. Pendant que les gens parlent de ça, ils ne discutent pas du nombre de profs qui diminuent les horaires de cours des élèves. Alors, si on augmentait le temps, est-ce que ça serait miraculeux? Merci, parce que c'était une des choses que... Sinon, j'en avais pour 3 heures. Ça me relance. Je vais répondre en 2 temps. Quand on diminue le temps scolaire, on dégrade mécaniquement la pédagogie. Je l'ai dit notamment pour l'écrit, etc. Mais, après 15 ans d'habitude prise pour faire la classe en bourrant parce qu'on n'a pas le temps, je rejoins entièrement, c'est une condition nécessaire, mais qui ne serait pas suffisante. Ça voudrait dire formation, et comment on peut utiliser ce temps autrement. Mais sans ce levier-là, il me semble que le reste ne peut pas marcher. Moi, je suis plutôt bien... j'ai des travaux qui sont plutôt bien accueillis par les militants pédagogiques. Au demeurant, laisser entendre que la pédagogie pourrait à tous les coups trouver des solutions dans des conditions structurelles dégradées me semble une illusion. Voilà. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on améliore les conditions structurelles que la pédagogie suffit. Ou en tout cas, s'impose comme une évidence entre différentes possibilités. Et j'ajouterais que depuis Blanquer, parce que quand même il a marqué un sacré tournant, ce monsieur, un sacré tournant, la formation dans le premier degré a beaucoup changé. La formation continue, elle est très caporalisée. Avant, il faisait intervenir des chercheurs de disciplines variées. Là, ils font venir que des gens qui poussent dans un seul sens. En fait, ça n'est plus le lieu où les enseignants trouvent des outils pour penser, c'est là où on leur dit ce qu'il faut appliquer. Et ce que je disais des élèves, on les met en situation dans des protocoles standardisés d'application, c'est en train d'arriver depuis 10-15 ans pour les enseignants. Vous n'êtes plus là pour penser vos pratiques, vous êtes là pour appliquer le protocole. Avec des programmes qui changent tous les 2 ans. Et alors eux, ils auraient la volonté qu'ils changent pas trop, parce que là, ils verrouillent, avec manuel unique, etc. Mais avec une sacrée inquiétude, parce que la façon dont c'est enseigné aujourd'hui en français et en maths, dans les petites classes, me semble viser le niveau de ce qu'ils appellent bac-3. Parce qu'en fait, ils veulent supprimer le bac, c'est ça l'objectif, et je vais y revenir, l'un des objectifs. Ils appellent les niveaux de sortie, et ce n'est pas des diplômes. Le but du jeu, ce n'est pas les diplômes, c'est des niveaux de sortie, ce qui n'est pas pareil. Bac-3, bac+3. Et donc, l'idée, c'est que le socle, ce à quoi forme l'école,
c'est à sortir avec un niveau bac-3 où on écrit sans trop de fautes, etc. C'est revenir à le certificat d'études, quoi. Et encore, le certificat d'études, à mon avis, il était au-dessus de ce qui... Oui. Voilà. Et donc, et je rappelle que dans les meilleures années, le certificat d'études, il y avait seulement un petit Français sur 2 qui l'obtenait. Dans les meilleures années. Hein. Donc ça veut dire que, si je le dis autrement, on lâchait dans la nature un enfant sur 2 dont on ne savait pas trop quand même à l'arrivée quel était le niveau. Quand même, il faut se le rappeler. Et donc, revenir à ce niveau, à cette exigence-là de bac-3, et ceux qui devraient poursuivre, ben c'est aux familles de trouver les moyens, basta. Et donc j'en viens à l'autre aspect de votre question sur la concentration des élèves. En fait, la suppression du temps de classe ne crée les conditions, enfin empêche que l'école ait les moyens de transmettre, de former chez les enfants les capacités qu'elle requiert d'eux. En fait, il n'y a plus le temps à l'école de former les capacités de concentration, les capacités de réflexion. Donc... Non, mais même quand il y avait des heures, beaucoup plus d'heures, moi, ça n'a peut-être pas fait à ce que je veux dire, mais l'école, on ne peut pas compter que sur l'école aussi. Enfin, normalement, l'école est censée être relayée. Elle est censée, j'entends pas, moi. Elle est censée être relayée. Alors ça, c'est l'idée qu'ils ont voulu imposer. Mais non, mais les parents, C'est l'idée. Alors, ça dépend comment on le dit. Elle est structurée et on l'a fait fonctionner. Ah, dit comme ça, oui. Dit comme ça, oui. Mais elle est censée, non. Les parents qui relaient. Voilà. Et quand les parents relaient, effectivement, ça marche mieux pour les enfants. Si les parents disent, eh ben, tu éteins, ou on contrôle ce que tu fais sur ton portable, ou à 22h, ou à 23h, Et pas que ça. ou à 20h, Et on reprend la leçon. oui. Voilà. Et ou à 20h, tu vas te coucher et tu seras plus en forme demain. L'école, elle ne peut pas, dans tous les foyers, il y a quand même un vrai problème à ce niveau-là. Il y a deux ordres de choses différents. Très très tard, ils ont de moins en moins de temps de s'occuper de leurs enfants. Donc si vous voulez, il n'y a pas de... ça ne peut pas se... C'est pas cohérent, il n'y a pas de... le relais ne peut se faire se fait de moins en moins facilement entre les enfants et les parents, parce que souvent, en plus, les enfants rentrent, il n'y a personne, jusqu'à plus d'heures. Et ça, bon, il y a d'autres raisons, si vous voulez. Mais, et quelles que soient les classes sociales. Alors, là, c'est pas qu'une raison, c'est pas que pour les... Ah oui, parce que les cadres, ils rentrent tard. Les cadres, ils rentrent tard, bien sûr. Oui, mais il y a sûr. beaucoup de... les familles monoparentales, les familles d'ouvriers qui peuvent rentrer tard, qui ont 2 heures de transport. Voilà, donc il y a plein de raisons qui font que l'école est censée s'appuyer sur des personnes, des adultes en tout cas, à la maison, à l'extérieur, et c'est de plus en plus rare aussi. Alors là, c'est un vrai problème. Et donc, si vous voulez, vous avez plein de gamins, les parents sont super crevés, ils reprennent leur portable, ils vont se coucher, et puis voilà. Ils pianotent sur leur portable jusqu'à des 1h et 2h du matin, et les parents, ils ont besoin de dormir parce qu'ils doivent se lever pour aller au taf le lendemain. Je pense que c'est quand même... c'est pas si simple à mon avis. Alors, oui, mais si vous permettez, là-dessus, il y a des ordres de choses différents. C'est qu'effectivement, il y a toutes ces... Là, je vous parle très concrètement, hein, de choses concrètes, mais... Oui, tout à fait, oui. C'est... Non, mais j'y viens. Il y a plusieurs ordres de choses. Ces réalités de la vie familiale, on ne peut que les partager. Sur à quelle heure les parents rentrent, partent, etc. Les mamans qui font les ménages à l'université, là où je travaille, et qui partent à 4h du matin de chez elles, etc. Voilà. Et avant même la suppression des heures de classe, l'école avait déjà le défaut de s'appuyer sur les familles, pas seulement pour les règles de vie, comme vous les énoncez, mais aussi pour les apprentissages. Il y a les deux qui se cumulent, et c'est deux ordres de choses. Donc, l'école, elle a... Oui, c'est pour ça que je vais essayer d'expliquer. Que l'école ait du mal à être, et on ne va pas lui reprocher, à être là pour que les enfants se couchent à une heure raisonnable, ok. Mais en fait, quand on supprime du temps de classe,
ce qui se passe, c'est qu'il y a des contenus qui sont externalisés. Et ça s'est dégradé. Non, mais je suis d'accord, mais j'essaie de dire qu'il y a d'autres facteurs qui font que même si par exemple on augmentait demain le nombre d'heures, on rajouterait, on diminuerait pas. C'est quoi externaliser? Oui, mais les enfants, ils ne seraient pas devant la télé. Ils ne seraient pas devant la télé. Privé. Déjà. Oui, d'accord. C'est ça, externaliser, ok. Quand il rentre chez lui, logiquement, il Les s'attend petits à avoir cours. de toute façon un Les relais. petits cours. Mais je ne sais pas ce que veut dire il s'attend. En fait, moi, ce qui me gêne dans votre formulation, c'est pour ça que je voudrais l'expliquer, c'est que il me semble que l'école pourrait être pensée pour que l'école se fasse à l'école. Oui, Et que le reste... Que ce soit suffisant. Et que ce soit suffisant. Aujourd'hui, Voilà. moi, j'ai une petite expérience et l'école, elle n'est pas suffisante pour l'égalité. Ah, bien sûr qu'elle n'est pas suffisante. Elle va sortir du bas ceux qui pourront jamais apprendre à lire, etc. On a toujours des exceptions de ceux qui, pour le coup, parfois dans des foyers qui savent ni lire ni écrire, etc., mais dont la place des devoirs de l'école, de éteins ça, mais toi, tu as des devoirs à faire, tu les fais. Je ne sais pas ce que tu as à faire, mais je sais que tu as des devoirs à faire. Donc là, c'est les devoirs. Ça, et on a des enfants qui sortent et qui arrivent, etc. Mais aujourd'hui, il y a des parents qui déjà ne font plus ça. Donc là, je reviens sur ce que vous dites, où effectivement, le temps d'organisation, d'aller se coucher, de manger à telle heure, de faire ses devoirs, de prendre sa douche, d'éteindre, hop, on dort, très bien. Ça, il y a déjà des parents qui ne le font plus. Mais il y a de tout temps, l'école elle ne va jamais compenser ça. Mais l'école doit pas compenser, mais son rôle, c'est de faire en sorte que, à la maison, on n'ait pas à reprendre ce qui n'a pas pu être fait, ce qui n'a pas été compris. Ils ont mis 5 minutes à rentrer en classe, ils ont mis 10 minutes à faire le silence, ils ont mis 10 minutes à sortir leur cahier du jour. La maîtresse, elle a perdu 20 minutes dans une séance de 45 minutes pour apprendre les pronoms personnels, et ceux-là, ils n'ont rien compris. Et en 3 séances, ils n'ont toujours rien compris. Et à la maison, vous donnez des devoirs et il n'y a personne qui fait les devoirs. Mais parce qu'en fait, il y a un temps qu'il faut faire ce début de grammaire, le début de géométrie, le début de ça, le début de ça, le début de ça. À quel moment on fait des sciences? Jamais. À quel moment on lit des mots romans et on fait des suivis, des questionnaires sur des petits livres? On ne fait pas, parce que il faut apprendre à écrire. Et comme vous l'avez dit, sans faute d'orthographe, le mieux possible pour pouvoir rédiger des feuilles d'impôt et ceci, et une lettre à une administration, ce qu'on va avoir a besoin dans la vraie vie. Mais tout le système de mettre en place un esprit critique auprès de l'enfant, l'enseignant, il n'a même pas le temps de parler à ses élèves. On applique des consignes. On n'a pas le temps d'échanger, on n'a pas le temps de débattre. Parce qu'à partir du moment où, pour avoir le temps de débattre, il faut effectivement un temps d'école qui compense ce que les foyers ne feront jamais. Ou alors, les foyers qui, même si ce sont des cadres, la nounou, elle vient les garder, mais c'est une nounou qui est étudiante, elle est en prépa, elle est ceci, elle peut faire les devoirs avec les petits, etc. Eux, oui. Mais les autres, ils savent pas, c'est fini. Donc le clivage se fait de façon exponentielle. Et l'école aujourd'hui, et je suis la première, moi je suis vraiment dans une anthropologie, je regarde toutes les écoles, etc. Ne suffit pas. Vous laissez vos enfants à l'école, vous attendez qu'ils y arrivent, ils n'y arriveront jamais. Exception faite de certains pour qui, quand ils sont en classe, ils arrivent. Mais l'école est faite pour les enfants qui n'ont pas besoin d'école. Et ça s'est amplifié. C'est pour ça que malheureusement, il y a de plus en plus de parents, même de conditions modestes, qui mettent leurs enfants dans le privé. Et qui se leurrent après. Parce que, et qui se leurrent. Parce que parfois, dans les enseignements privés, c'est pas mieux qu'à l'école publique. Hormis, on est dans des arrondissements, on a des écoles d'élite. Donc effectivement, si on arrive à rentrer dans un certain type d'école, oui, mais il y a des écoles il y a tellement maintenant de personnes qui mettent leurs enfants dans le privé qu'il va y avoir privé et privé. C'est peut-être pour ça qu'à un moment, Attal disait qu'il faudrait peut-être mettre en place des labels de qualité dans les écoles privées. Parce que, voilà, si tout le monde met ses enfants il y a beaucoup de familles maintenant qui mettent leurs enfants de conditions modestes, dans le privé aussi, pour essayer effectivement d'avoir plus de services, plus de qualité, et c'est pas forcément... Vas-y, j'aime bien. Oui. Vas-y. Geneviève. Parce que moi, ce qui m'avait quand même beaucoup étonnée, puisque je suis aussi une ancienne enseignante, c'était le nombre d'heures supplémentaires que les élèves avaient, en plus des cours. Et donc, il m'est arrivé d'avoir des élèves qui, de toute façon, n'écoutaient pas mon cours,
parce que de toute façon, ils allaient reprendre à la maison ce qu'ils faisaient en classe. Donc, mais concrètement, je comprends qu'ils soient fatigués, parce que s'ils sont en classe et qu'ils veulent un minimum travailler, et en plus ils recommencent à faire la même chose ou à autre chose à la maison, ils sont soutenus de tous les côtés. Et ce n'est pas typiquement français, puisque, je ne sais pas, je discutais avec une dame coréenne qui me disait qu'en Corée c'était pareil, quand les élèves sortaient de l'école, ils allaient après dans des cours privés et qu'ils ne s'en sortaient pas seulement, et au Japon je crois que c'est pareil aussi. Pas forcément très bonne qualité. C'est-à-dire qu'il y a un marché avec là aussi une gradation, pareil. Oui. Mais donc c'est normal que les parents sont inquiets, mais les réponses là aussi sont peut-être pas bonnes, comme vous dites, parce qu'au lieu au contraire de développer puis d'avoir un enseignement en classe et de lui faire confiance, Oui. ils préfèrent aller chercher ailleurs. Les élèves, du moment que c'est payant, c'est sûrement meilleur. Et C'est donc, sûr. Enfin, c'est sûr. Quand je me suis inscrite, il y avait une question qui est importante pour moi et que j'aimerais vous poser, c'est, on parle du temps de l'enfant. Alors, je voulais un rapport, et je ne sais pas si la question est pertinente là, entre le rythme de l'enfant, et je parle du rythme biologique de l'enfant, physiologique, biologique, les besoins naturels de l'enfant, et le temps, allez, disons, dans ce cas-là, le temps d'instruction. Voilà. Et est-ce que c'est... Enfin, voilà, moi, c'est... Pour être d'un côté professionnel et un côté maman aussi, la question que je me pose, c'est parfois, est-ce qu'il n'a pas compris ? Il faut que je continue à faire les devoirs, ou alors il faut que j'arrête, il faut qu'il se repose. Est-ce que c'est plus pertinent qu'il aille dormir parce qu'il est fatigué, ou que je revise la dictée de demain parce que sinon il va avoir des fautes? Et en fait, le temps physiologique, vraiment, c'est les besoins physiologiques de l'enfant, sont-ils est-ce que les... comment poser la question? Vous m'avez compris, Oui. je pense. Est-ce que ça match? Ou est-ce que vraiment on est aux antipodes de la physiologie de l'être humain? Alors, Avec notre je vais le dire crûment. Les enfants, ils n'ont pas de rythme biologique différent. Exactement. Ah non, ils ont tous le même rythme. Voilà. Ah, En je suis d'accord, mais fait, je veux ils dire, ont des capacités à développer de l'attention. Et certains, pour des raisons, plein de raisons, le type de socialisation familiale, mais aussi parce que des fois on s'est crispé sur une discipline. Voilà, moi je suis universitaire et c'est pas enregistré là, si bon, bref. Bon, ma fille c'était une catastrophe avec les maths pour plein de raisons. Bon, voilà. Et donc de suite elle fatiguait beaucoup plus en maths. Mais c'était pas biologique. C'était parce que on commençait à parler de maths. Voilà. Et donc effectivement. Je pensais au temps de concentration. Mais oui, mais le temps de concentration. Non, pas le temps de concentration, le pic d'attention qui est par Alors, exemple oui, entre 8 heures et... Ça c'est les chronobiologistes. Voilà. Alors on va en parler. Bon. Voilà, je pensais aussi à ça. Les chronobiologistes. Parce que c'est deux choses différentes en fait, qu'on mêle tout le temps et qui sont séparées. Je suis complètement néophyte. Alors, les chronobiologistes, c'est une discipline qui a été inventée de toutes pièces il y a quelques années et qui, en gros, mesure les moments où les enfants sont le plus attentifs. Bon. Il s'est fait quelques travaux qui sont sérieux, mais en fait, si je le dis crûment, parmi les choses qu'il montre, c'est que après le repas du midi, c'est pas là où on est le plus attentif. Bon, j'ai essayé de le dire de façon pas trop méchante, mais bon, on pouvait s'en douter, quoi. Bon, voilà. Et c'est vrai chez les adultes. Sauf que chez les adultes, ben moi quand je suis au boulot, je me secoue un peu, quoi. Voilà. Mais parce qu'on mais aussi parce qu'on a appris à se bousculer. Et que si on n'apprend pas à se bousculer un peu, ben on ne saura jamais le faire. Mais ce qui est rarement dit, c'est que les mêmes travaux chronobiologistes montrent qu'il y a un pic d'attention qui n'est pas terrible, qui est mauvais après le repas du midi. Je crois qu'il remonte un peu, qu'il rebaisse et qu'il remonte vers 18h. On fait quoi? On fait revenir les élèves à l'école à 18h? Ça ne marche pas socialement. Parce qu'en fait, il y a des temps sociaux aussi. Et donc, nous ne sommes pas que des corps. Henri Vallon disait que l'être individuel, c'est de l'emmaillage, du mélange, de l'articulation entre du biologique et du social. Et donc, le social, c'est quoi? On parlait des ados le matin. C'est que quand
on doit se lever, on se lève, et puis après on prend la cadence. Mais sauf que si jamais on dit, ben, ils ont du mal à se lever, donc ils ne se lèvent pas, jamais ils apprendront à se lever tôt. Et en fait, plus on va retarder l'heure possible d'arriver à l'école, ben, pourquoi ils se coucheraient plus tôt alors? Voilà, Ben, en fait, on n'en finit jamais, quoi. Donc, en fait, c'est démagogique. Donc, par contre, il y a des questions que moi je ne nommerai pas en termes de rythme, mais qui sont des questions concrètes. Effectivement, après une journée d'école, les devoirs, ben, les gamins, il peut arriver qu'ils aient un gros coup de mou, quoi. Ouais, voilà. Et donc, quand le devoir est pour le lendemain, on n'a pas trop le choix, je suis désolé. Bon, par contre, de toute façon, c'est la politique, hein, ça doit être fait. Voilà. Mais en même temps, on peut planifier sur plusieurs jours, parfois. Si les enseignants ont programmé, tatati, tatata. Au demeurant, après, la fatigue, elle est d'autant plus importante que l'adulte, il n'a pas le temps, il est énervé, et donc c'est aussi une dynamique. Mais c'est pour ça que si on réaugmentait le temps de présence à l'école, la question des devoirs, elle pourrait être réenvisagée autrement, réinternalisée. J'aime à rappeler quelque chose que peu de gens savent, dont ils se souviennent. Mais il se trouve que j'ai eu un papa qui était répétiteur en lycée agricole. Alors je vais expliquer ce que c'est. Avant que tout le monde accède au collège, il y avait une fonction intermédiaire entre la surveillance et l'enseignement. Oui. Ça avait des noms différents dans l'enseignement, dans l'ancien lycée, dans le lycée agricole, etc. Mais en fait, c'était des sortes de surveillants, mais qui étaient des surveillants plus, et qui faisaient les études, et qui dirigeaient. En fait, répétiteur, en fait, c'était comme... études dirigées au lieu d'études surveillées. Oui, mais du coup, c'était les gens formés. Oui, je comprends. Voilà. Et donc, qui étaient là pour encadrer les devoirs et les études, et du coup, qui faisait ce que j'appelle la couture, parce que c'est toujours ce moment-là qui est compliqué. Il y a eu un cours, il s'est dit des choses, je les ai notées, et puis on a fait 1 ou 2 exercices, mais on a des exercices sur une situation qui n'est pas exactement la même. Et donc, il faut coudre le cas particulier à la notion générale. Et ça, c'est le moment difficile. Or, c'est le moment qu'on externalise, ce qui est profondément injuste quand même. Ce travail-là, ben, si on avait plus de temps, un des défis, ce serait de le réinternaliser et que ça ne se règle pas à la maison, avec des parents qui ont des capacités différentes, du temps différent, parce qu'on rentre au temps, ou même des connaissances différentes. Et encore aujourd'hui, si vous laissez votre enfant à l'étude, on vous rappelle bien, c'est une étude surveillée et ce n'est pas une étude. Bien sûr. Bon, déjà, encore faut-il qu'ils sachent parler français à nos enfants, parce que ça serait pas un langage beaucoup trop, on va dire, fleuri. Mais là, en fait, même si aujourd'hui, parce que je n'ai pas l'âge de votre papa, mais quand j'étais à l'école, les études, c'était l'étude, on faisait les devoirs. Et les parents nous laissaient à l'étude parce qu'ils savaient qu'eux, ils ne pouvaient pas faire les devoirs à la maison ou ils rentrent tard, etc. Donc on faisait l'étude, mais là, aujourd'hui, ce temps, il existe, mais cette offre, elle n'existe pas. Mais juste pour le petit détour historique, c'est quand même très intéressant. C'était pas des surveillants qui faisaient l'étude. Oui. C'était un corps professionnel dédié dont c'était le métier. Et ce corps professionnel, on l'a supprimé quand? Eh bien, on l'a supprimé quand les enfants de milieu populaire ont pu accéder en masse au collège. En fait, il n'y a personne qui a décidé on va supprimer ce corps professionnel pour mettre les enfants en difficulté. Ça ne s'est pas passé comme ça. C'est qu'il fallait recruter vite, en masse, et pas trop cher. Et donc, il fallait recruter des profs. Et donc, ce qui a été fait, c'est que ces corps intermédiaires, on les a promus profs. Plutôt que de recruter des profs et de garder des corps intermédiaires qui fassent ce boulot-là. Donc, le temps de... Répétiteurs, c'est ça? Ouais, tous ces... Répétiteurs. Et donc, ça a été supprimé. Ce qui veut dire que, alors même qu'on accueillait des enfants de milieu populaire qui, à la maison, n'étaient pas éduqués comme à l'école, et qui avait un écart culturel plus grand à combler, on a supprimé les outils. Enfin, c'est quand même intéressant. L'égalité. C'est-à-dire que d'un côté, on promouvait l'égalité d'accès, mais on supprimait les moyens de la réaliser en pratique. Et avant, les répétiteurs, ils étaient formés comme répétiteurs. Mais alors, ils étaient formés dans toutes les disciplines. Alors ça, je me rappelle, il faudrait que... là, j'ai peur de dire des bêtises, mais
Je ne sais rien. Je ne sais pas, ou s'ils avaient des spécialités. Ça, je ne veux pas m'aventurer. Alors, j'ai lu avec attention les conclusions ou les préconisations, je ne sais pas, les conclusions de cette convention qui s'appelle... Alors, et puis j'ai lu au moins la moitié, en détail, la moitié du rapport. Alors, le compte-rendu s'appelle « Réorganiser les temps de l'enfant, en partant de son bien-être ». Moi, j'aurais mis... En quoi? En partant de son bien-être, j'aurais mis en visant son bien-être. Mais eux, ils en sont partis pour aller où? On ne sait pas. Au mal-être. Alors, au mal-être. Alors, j'ai trouvé que c'était magnifique. C'est un document démagogique absolument magnifique. Il y a alors, il y a les enfants qui sont là, les parents qui sont là. C'est quand même extraordinaire parce que on ne voit pas les enseignants. Eux, ils sont absents, sauf un petit moment dans le texte long, on se mêle de dire il faut peut-être revaloriser les carrières des enseignants et leur salaire. Je me suis demandé ce que ça venait là dans le bien-être et les temps de l'enfant. Par contre, il y a des choses qui attirent l'attention. Si je prends les 2 semaines, donc il faut un rythme plus équilibré, il faut réviser le calendrier scolaire en 2 zones de vacances, avec, ça c'est les gens qui ne s'y retrouvent pas avec 3 zones, ils n'arrivent pas à avoir les petits-enfants au même moment. Bon, avec un rythme plus équilibré de 7 semaines de cours pour 2 semaines de repos. C'est s'essouffler. Ils se reposent où, les pauvres gamins? Ils se reposent où? Ils font quoi? Le repos, c'est quoi quand il y a les parents qui continuent à travailler, etc. Ils se reposent. Au lieu de 6 semaines, c'est 7, c'est ça? C'est 7, c'est entre 6 au lieu de et 6. Mais Ça ne change pas grand-chose en réalité. Ça ne change pas. Non, ça change pas Et grand-chose. nous, on C'est était surtout crevés au bout de 6 C'est semaines. surtout le fait que les vacances de février et les vacances de printemps sont décalées en fonction de la zone scolaire, et ce qui fait que parfois certains enfants se retrouvent avec des vacances de 5 semaines et puis de 8 semaines, et ça pose des problèmes sur la fatigue. Après, il y a quand même un conflit avec les professionnels du tourisme et surtout les possibilités de vie à la montagne. Je veux dire que ça permet que des gens restent dans ces... Oui, à la mer aussi, mais là où c'est le problème, c'est vraiment les professionnels de la montagne, et c'est ça qui permet de gagner leur vie dans des villes qui n'existeraient plus s'il n'y avait pas ça. Qui ont des enfants dans des académies différentes. Oui, tout à fait. Mais alors, bon, encore la démagogie, et puis c'est aussi, finalement, beaucoup d'acteurs sont visés. Par exemple, il faut réduire les temps de transport. Alors quand même, ils arrivent à la conclusion qu'il faut, que personne d'autre n'aurait trouvé, mettre en place un plan de mobilité jeune qui garantisse partout sur les territoires que les temps de trajet entre domicile et établissement scolaire n'excèdent jamais 45 minutes. Bon, je crois que c'est déjà fait, quand même. Ça dépend. En zone rurale, non. Mais non, parce que ça dépend combien de communes ça ramasse, en fait, ça collecte d'enfants. Et surtout quand on ferme des établissements pour les regrouper. Mais bien sûr. Et il y a des enfants qui ont plus de 45 minutes. Et parfois, pour faire des économies, les lycéens prennent 2 bus. Et ils attendent 20 minutes entre les 2 bus. Non, mais c'est Oui, c'est l'écart, en effet, c'est l'écart scolaire. C'est des choses qui impactent, c'est qui va pourvoir mettre le nombre de buts. Alors, je passe sur le fait que pour coordonner les acteurs, les enseignants, je ne sais pas où s'ils sont acteurs, il faut créer un ministère de l'enfance. Alors là, c'est bien qu'on n'en parle qu'après 2027, parce que justement, on ne va pas fermer le ministère de l'Éducation nationale, mais on créera peut-être le ministère de l'enfance, qui garantit une coordination nationale cohérente
entre école, périscolaire, éducation populaire, santé, culture, famille. Le pauvre ministre, Bon il courage. doit s'occuper. Il n'y en a plus d'éducation Voilà. populaire. Alors. Eh ben, là, il y en a, ils en remettent une Ils dose. en mettent une dose, d'accord. Mais Et dans- enfin, il y a un texte sur la parentalité, et après, je ferai juste un constat sur les enseignants. Créer un véritable droit de la parentalité qui reconnaisse et protège le rôle des parents tout au long du parcours de la vie de l'enfant. On va les financer, les parents. On va leur permettre d'avoir des répétiteurs, on va leur permettre de les inscrire au conservatoire, les envoyer en vacances. C'est formidable, tout y est là. Les enfants sont ainsi moins affectés par les conditions de vie. C'est génial. Contraintes et difficultés de leurs parents, car ces derniers sont soutenus pour subvenir à tous les âges aux besoins fondamentaux des enfants. C'est génial. Là, je peux dire, ils sont soutenus. je participe aux parents d'élèves et là, je suis dans une opération dans un quartier en politique de la ville de réussite éducative. C'est les deux sujets sur lesquels on est, hein, la coordination de l'ensemble des acteurs et de mieux impliquer les parents. Et c'est quelque chose qui revient depuis 30 ans. Depuis qu'on veut diminuer les crédits scolaires, il faut que les autres le fassent. Point. Voilà. Non, cette évacuation du caractère Et le yaka ne marche pas. que les Hors-sol. enfants vivent dans une société et que la société, ça me fait rappeler, ça me fait penser à ce livre de, je sais pas quoi, sur les travaux de Dehaene. Tu avais interviewé. Est-ce le cerveau qui pense? Non. Je ne sais plus, enfin, c'est les deux sociologues très connus dont a été adhérent, qui se sont élevés contre... Michel Blais. Voilà, Michel Blais et puis l'autre. Est-ce le cerveau qui pense, je crois. Je crois que C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Voilà. Et donc, en fait, on regarde un cerveau en neurobiologiste avec du rouge, du vert, du jaune qui s'allume sur son écran et on ne se demande pas s'il n'y a pas à insérer l'enfant dans je sais pas, une affaire sociale, quoi, enfin un truc, si la société ne fait pas quelque chose. Ça, c'est sur ce qui est écrit. Alors, ce qui n'est pas écrit, Stéphane en a parlé tout à l'heure, de ces enseignants qui devaient apprendre à raccourcir, apprendre, etc. Et puis apprendre des nouvelles choses, apprendre ce que c'est que l'IA, voilà. Et quand même, une carrière de professeur des écoles, ça peut être 40 ans, d'accord? Et là, ce qui n'est pas dit, c'est qu'il faut dégager du temps pour, en pensant au bien-être de l'enfant, il faut dégager du temps pour la formation continue de ces professeurs des écoles, ces enseignants, etc. Et quand je suis arrivée à l'UR avec, je crois, 2015 par là, avec Hélène Langevin, on s'est penché sur le problème de la formation initiale et de la formation continue des enseignants. Alors la formation initiale, quand même, sur les fameux master MEF, etc., ils avaient 80 heures de sciences, qu'ils viennent de la psycho, des stats, de ceci, cela, 80 heures pour apprendre, en tant que professeur des écoles, les sciences, de la petite section de maternelle au CM2. Soit. Et puis après, on s'est penché sur la formation continue. La formation continue, donc c'était il y a 10 ans, il y avait encore des choses qui avaient un contenu, soit scientifique, un contenu académique, on va dire thématique. Mais sinon, la caporalisation, alors là, il y avait de la formation continue sur apprendre à respecter les règles émanant de Jean-Michel Blanquer. Là, ça s'est vraiment transformé. Ils ont mis en place ce qu'ils appellent des études de leçons inspirées du Japon, Oui. où les maîtres sont filmés pour vérifier l'application des protocoles. Et au Japon, c'est quelque chose qui a été
systématisé après la Seconde Guerre mondiale parce que les enseignants étaient très à gauche et il fallait les remettre dans le droit chemin. Voilà. C'est vrai en Chine aussi. Alors En Chine, il y a des caméras dans tous les cours sont filmés, Alors, les élèves peuvent regarder le cours. Mais c'est pas aussi vieux. Oui, non, mais c'est très récent. Alors oui. C'est valable en Corée du Sud aussi. C'est valable. Regarde comment les profs enseignent. Alors, oui, mais je suis d'accord. Mon cheminement, c'était que le dispositif que Blanquer veut appliquer en France, c'est celui qui est né au Japon. Voilà. Est-ce qu'on va avoir... Oui, juste la question de la Chine est intéressante quand même, parce qu'il y a, moi, par contre, ça fait très longtemps que je n'ai pas été en Chine, et le Parti communiste chinois communique beaucoup sur ces questions-là, en expliquant qu'ils ont fait beaucoup de progrès depuis le Covid, en remettant les enfants dehors, en diminuant les temps d'écran, en les contrôlant de manière... D'après eux, c'est des grands succès. Mais qu'en est-il vraiment? Est-ce qu'on a des informations? Est-ce qu'on peut prendre modèle sur cette... Je ne connais pas du tout ce que vous dites. Ils ont fait quoi? Ils ont interdit les temps d'écran? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Surtout, ils ont éloigné les enfants. Enfin, il y a manifestement les deux en même temps. C'est-à-dire qu'on les pousse beaucoup à enseigner avec les outils numériques et en même temps, on préserve des temps importants, carrément en dehors de la classe, qui ont considérablement augmenté depuis le Covid. Et parce qu'ils ont un problème tout simplement d'épidémie, de myopie, les enfants restent trop à l'intérieur des salles. Il faut que l'enfant aille dehors aussi pour que juste sa vision s'adapte à la lumière naturelle, à la vision lointaine, etc. Donc ils ont bien entendu aussi, en tout cas ils annoncent un contrôle très très précis sur les temps d'écran, les temps de connexion, etc. qui sont contingentés sévèrement. Et puis les contenus aussi ne sont pas du tout les mêmes, même si notre TikTok ici est des en chinois, en fait, pas du tout les mêmes contenus là-bas. Alors là, je ne connais pas du tout. Ce que j'en sais, c'est qu'on accueille à l'université des étudiants chinois qui, à une exception près que j'ai connue, sont à la fois très instruits, mais qui peuvent être... plus proche d'étudiants qui viennent de pays très marqués par une éducation assez très traditionnelle, parfois des étudiants africains comme ça, où ils sont beaucoup dans apprendre par cœur, répéter, et donc ils ont une extrême difficulté dans les disciplines que moi j'enseigne, parce que s'ils répètent ce que dit le prof, ils ont une mauvaise note. Et donc ils sont très très déstabilisés. Mais peut-être que dans d'autres disciplines où il faut appliquer justement des protocoles, ça fonctionne, j'en sais rien, mais en France, pour faire des études longues, ça n'aide pas. Voilà. Alors après, je ne sais pas si c'est ce qu'ils demandent là-bas dans l'enseignement supérieur, j'en sais rien. Je n'aime pas parler de ce que je ne connais pas. Non, c'était ma question, c'était de savoir si on avait une vision véritablement scientifique et sérieuse de ce qui se passe ou pas. Non. Les étudiants chinois qui viennent en France et dans les pays étrangers sont des étudiants sélectionnés pour leur excellente performance. Donc c'est pas des... Et ils ont du mal ici. Ouais, vachement. En lettres et sciences humaines, je précise. Oui. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas dans d'autres disciplines. Parce moi j'en ai connu en prépa il y a maintenant 40 ans et ils n'avaient aucun mal au niveau des matières scientifiques. Voilà. C'est l'hypothèse que je faisais. On a bourré de donc chinois et donc aucun mal, ils sont assimilés avec les... Est-ce que c'est pas lié à la culture? Mais je pense qu'il y a un peu de ça. Je n'ai pas les moyens de le prouver, donc je suis très prudent. Voilà. C'est juste une intuition. Vous n'avez pas beaucoup parlé des écrans? Alors, les écrans. Les écrans, ça faisait partie des questions qui étaient posées dans la Convention citoyenne. Et moi, je ne vais pas dire que ce n'est pas un problème. Hein. Voilà, je ne vais pas dire ça. Ils ont parlé d'un couvre-feu. Voilà. Un Un couvre-feu, etc. Alors après, qu'on dise maintenant, il faut mettre... faut faire passer les messages sur le fait que ça devient inquiétant et compagnie. Ça dépend, parce que couvre-feu il y a une résonance d'appel à l'armée qui est quand même bizarre. Bon, mais bon. En tout cas, je voudrais faire la différence entre, effectivement, comme vous le dites, l'usage de ce terme et la vigilance sur le temps des écrans. Au demeurant, moi, ce qui m'interroge, c'est la cohérence de ce qui est dit aussi. En quoi le fait
finir les journées plus tôt et de renvoyer les gamins chez eux va réduire le temps de l'écran. Ça, c'est sûr que non. Voilà. Ensuite, C'est sûr que non. je voudrais quand même rappeler que ni les élèves, ni les parents, ni les enseignants n'ont demandé à ce que les manuels papier soient supprimés et remplacés par des écrans. Absolument. Aucun d'eux ne l'a réclamé. En fait, on fait tout et on dit son contraire. Exactement. Il me semble que, effectivement, les gamins qui sont sur les écrans, il y en a de plusieurs types. C'est pour ça que je nuance. Il y a une tendance générationnelle à être aspirée par ça. Mais enfin, peut-être que... Chez les adultes aussi. Pardon ? Bien sûr. Chez les adultes aussi. Chez les adultes. C'est ce que j'allais dire, mais pas que chez eux. C'est ce que j'allais dire, pas que chez eux. Et en même temps, pour des tranches d'âge qui n'ont pas été socialisées sans les écrans, ça produit quand même un peu autre chose. Voilà. En tout cas, on peut le penser, même si voilà, des recherches commencent à le montrer. Maintenant, même si ils ont tous tendance à être beaucoup dessus, il me semble qu'il faut aussi faire la différence entre deux choses. Il y a des enfants qui sont capables de se concentrer parce qu'ils ont été habitués par leur famille à se concentrer sur un certain type d'activité, de lecture, etc. Et ce que l'école n'a pas les moyens et le temps de faire si la famille ne le fait pas. En tout cas, elle n'a pas les moyens de le faire bien et aussi bien. Voilà. Et que parmi ceux qui se réfugient, j'emploie à dessein le terme, dans les écrans, ben, il y a quand même un effet de surenchère quand on n'a pas de satisfaction dans le monde réel, quoi. Ah oui. Et que il faudrait faire des recherches plus systématisées, mais de ce qui remonte des pédiatres, etc., ben, c'est qu'il y a tendance à se réfugier dans des jeux imaginaires, des trucs où on a des satisfactions à court terme, là où, pour le reste, les satisfactions sont incertaines et quand on en a, elles sont différées à la fin de l'année, à la réussite au bac et compagnie. Donc, il y a aussi ça qui se joue. Et puis quand même, d'un côté, Macron dit ça, et puis de l'autre, il met l'essentiel des moyens de recherche sur les industries d'intelligence artificielle. Et donc, en même temps, ça défie que le pays ne soit pas en retard, mais en même temps, on dit un peu tout et son contraire, quoi. Donc, il y a des trucs qu'il faudrait quand même un peu rationaliser, quoi. Voilà. Alors, juste une question, parce que au moment où l'IA commence à arriver, etc., il n'y a pas que les enseignants qui ont craint pour leur métier, et il y a aussi les enseignants qui ont craint pour leur métier. Vont-ils être remplacés par l'IA? Et comme aujourd'hui, il y a de l'IA, il y a des humanoïdes, et puis on peut poser des questions finalement à un petit avatar et il vous répond. Est-ce qu'il y a des choses qui se trament dans ce domaine-là? Ben, en tout cas, là je vais y aller prudemment parce que je ne voudrais pas lire dans la mare de café, mais quand on interroge une IA, elle est programmée pour donner la pensée moyenne sur un sujet. Voilà. Et ce qui me semble inquiétant, si je me fie à ce que des collègues m'ont dit, moi je n'ai pas vérifié donc je vais y aller mollo, c'est que des moteurs de recherche comme Google auraient programmé la fin du prélèvement des sources pour les donner à l'internaute. Je la refais à l'envers. Quand on tape 3 mots-clés dans un moteur de recherche type Google, il nous donne des références dans lesquelles aller voir. En gros, ça, si je me fie à ce qu'on m'a dit, il est programmé que ça disparaisse pour nous donner seulement la réponse aux questions et plus les moyens d'accéder à la source qui permet de fonder la réponse. Ah ouais, et donc ça fait peur. Ça fait peur. Il y a aussi des fausses sources. Alors, ça, l'IA est programmée pour donner une réponse. On pourrait imaginer aussi qu'elle soit mieux programmée pour dire je n'ai pas la réponse à cette question. Mais en tout cas, pour mes étudiants qui se servent de l'IA, ce que je sais, c'est que
ceux qui sauraient s'en servir intelligemment, ils n'ont pas besoin de l'IA, ils font le devoir. Et puis pour les autres, ils posent une question à l'IA, mais comme ils ne savent pas bien la programmer, elle répond en attribuant des citations à des gens qui ne les ont jamais proférées. Et donc, par exemple, quand elle n'a pas les sources pour ce que j'ai écrit, que l'étudiant lui dit qu'est-ce que tel auteur, ma pomme, a dit sur le sujet, il m'attribue les propos de la pensée moyenne. Pas de bol, j'ai sorti un bouquin qui dit le contraire de la pensée moyenne. Donc en fait, ils sont gaulés à tous les coups, quoi. Bon. Pour l'instant, voilà, mais sauf qu'on est... Bon, après, il y a des motifs d'inquiétude, mais là, c'est le prof qui parle, c'est pas le chercheur, quoi. Voilà. Des motifs d'inquiétude sur... S'ils ne s'exercent pas à faire ces opérations mentales, ils n'apprendront pas à les faire. Voilà, et donc ça, c'est inquiétant. Alors, peut-être une dernière question. Oui, parce que moi, je pars à 9h. Voilà. Elle fait partie. Oui, mais je prends un temps. Oui. Il est moins 5. Hein. Elle est moins 5, En oui. tout cas, justement, les régions veulent supprimer l'argent donné pour les livres scolaires parce que maintenant il y a en ligne un projet de faire un livre numérique. Mais partout, toutes les régions. Ouais. Et donc, des cartables en ligne et compagnie. Et donc, ça pose des questions logistiques parce qu'un ordinateur, il faut quand même quelqu'un qui l'entretient, qui fait des mises à jour, etc. Et c'est la catastrophe. Enfin, voilà, et un modérateur aussi pour savoir. Alors, est-ce qu'ils en font voilà. Il faut des couillonnades avec, mais bon, après tout, on en a fait d'autres. C'est pas ce qui m'inquiète le plus. Voilà. On a regardé des conneries à la télé, il y aura des conneries sur Internet. Bon, voilà. Ah oui, là, c'est pour apprendre. Voilà. Sauf que il y a des très belles enquêtes de quelqu'un qui est décédé il n'y a pas longtemps, que j'appréciais beaucoup, qui s'appelait Dominique Pasquier. Je ne sais plus, le titre, ça doit être l'Internet des pauvres ou quelque chose comme ça, et qui a montré que c'est pas parce que les familles utilisent Internet qu'elles en font le même usage. Et en fait, acheter un truc sur le Bon Coin ou faire la liste des courses du supermarché, c'est pas le même usage que chercher des sources, etc. Et donc, il y a l'illusion de croire que parce que les gens ont accès à Internet, ils en font l'usage que les intellos ou que l'école en requiert. Et donc, il y a un truc qui ne va pas. Donc, sur les livres, je voudrais dire qu'il y a un pays, je crois que c'est le Danemark, j'ai lu ça récemment, qui avait totalement abandonné, alors peut-être la Suède, c'est pas grave, il y a un pays qui avaient totalement abandonné les livres papier. Et ils y reviennent. Et ils y reviennent. Je me demande si c'est pas la Lituanie ou un truc comme ça. Ça m'étonne. Il me semble que c'est le Quelle Danemark. C'est peut-être là. connerie. Mais bon. Et ils y reviennent parce que c'est plus efficace. On n'a pas attendu l'IA pour que les profs cessent essentiellement d'utiliser des livres dans la discipline que je connais. Moi, c'est les mathématiques. Franchement, ces manuels scolaires, ils sont complètement sous-utilisés. Et ça, c'est pas lié vraiment au numérique, c'est lié justement peut-être à des questions de gestion du temps, gestion de la capacité à écrire, etc. Enfin, moi, c'est ce que j'ai constaté quand je faisais des visites de classe. C'est depuis l'arrivée des photocopies. Voilà, c'est ça, l'arrivée de classe. C'est Ouais. vraiment l'usage massif de photocopies. Ouais. C'est un truc à tout. Pour éviter qu'ils écrivent et qu'on aille plus vite. Exactement. Et le manuel, Bien sûr. vraiment, ils sont très très sous-utilisés de ce que j'ai constaté. C'est dans l'académie pareil. Mais il y a déjà, avec les gens qui ont pris ces décisions, ne se sont pas posé des questions hyper importantes. Parce que quand on fait les devoirs, et que l'on a le manuel, le cahier, ou le cahier dans lequel on écrit et la fiche photocopiée, on peut les poser de façon juxtaposée, avoir un regard synoptique. Je vous assure qu'avec un écran, c'est pas pareil. Il faut lever la tête et rebaisser la tête pour écrire. En fait, ces questions-là, elles ne se les sont pas posées. À l'écran, c'est compliqué d'avoir deux feuilles à côté. Il faut l'une chasse l'autre. Un clic chasse la page d'avant. Ces gens-là ne se sont pas posés ces questions-là. Donc, moi, je pense que ça serait bien qu'on ait le temps d'éduquer les élèves à l'utilisation des outils ordinateurs. Mais du coup, il faut le faire, parce qu'en fait, présupposer que cet usage va de soi, en fait, c'est rajouter des difficultés aux difficultés, quoi. Merci. Merci beaucoup.